Amis du café, amis des libertés, amis de Nicolas Sarkozy, soyez les bienvenus. Amis de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, soyez les bienvenus. Amis des invités qui viennent d'Austerlitz, de la gare d'Austerlitz, parce qu'ils viennent par le train et qu'ils arrivent là, ils montent 4 à 4, j'entends l'escalier, ils sont là tous les deux. Il y a Julien qui est de l'OIP et là il y a Véron qui est d'elle-même, pour un super bouquin. Ils sont là dans 2 secondes. Un super bouquin. Ce que Sarko n'a pas dit sur la prison. Journal de 87 000 prisonniers. C'est publié chez la maison Gallimard, dans la collection Tract. Ils arrivent d'un instant à l'autre et nous allons parler ensemble de ce que Sarko a dit dans son petit journal, et surtout de ce qu'il n'a pas dit sur la tôle, sur le violon, sur le zonzon. Et alors, il y a quelque chose d'absolument surprenant, parce que j'imagine que vous faites partie de ces 66 900 000 personnes qui n'ont pas lu le journal de Sarkozy. J'en fais partie. Et alors là, j'apprends là-dedans, j'apprends que dans le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy, il n'y a que 10 pages qui sont consacrées à la prison. Alors là, je fais ma Mathilde Larère, hein, je montre le livre, et en disant « Oh, je sais pas comment on fait ». Voilà. C'est comme ça, voilà. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent, les invités ? Bonjour les vivants, bonjour Éternel Fugace, bonjour la belle Hélène. Les voilà, les voici. Incroyable, incroyable, c'est le chat qui le dit. Oh, là, il y a incroyable, voilà. Elle arrive, tout va très bien. Julien, j'ai pas osé prononcer ton nom de famille. Peux-tu m'aider ? C'est Fischmeister. Fischmeister. Fischmeister, ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire maître des poissons en allemand. Masque des poissons ? Maître des poissons. Maître des Maître des poissons. poissons, exactement. Ouais. C'est super ça. Et ouais, c'est assez On classe. dirait un pouvoir assez classe ça. Ouais, c'est tout à fait, ouais. Alors voilà, il y a un petit peu d'eau Merci. ici. Voilà. Donc, vous avez votre ouvrage. Vous avez écrit à combien de mains ce tract ? Eh ben, pas mal quand même parce que vous étiez 4 côté OIP. Ouais, Donc le président Jean-Claude Masse, Directeur. le directeur, non, je me confonds entre les titres, ils ont trop de titres. Il y avait donc le président Mathieu Quinquis, le Ouais. directeur Jean-Claude Masse et Nicolas Ferrand qui est responsable pôle contentieux, ouais, c'est ça ? tout à fait. Et donc Julien. Et puis moi. Et donc ouais, ça a été une écriture collective. Et tu as une légitimité particulière, c'est qu'en fait, tu travailles avec des prisonniers, tu fais des ateliers d'écriture, tu te rends souvent en centre Ouais, je suis de rétention. enseignante en milieu carcéral depuis entre 10 et 15 ans. Et donc, ça dépend des années ce que je fais. Là, cette année, je fais de la préparation au DAU, l'équivalent du bac. Donc là, de la préparation au diplôme. Et d'ailleurs, les étudiants détenus ont passé le DAU il y a quelques jours. Alors, nous n'avons pas les moyens de Radio Nova. Il faudrait mettre ton menton un peu plus Comme ça ? haut. Voilà. Comme ça. Ton micro sur ton micro. menton. Non, j'ai compris. Et d'ailleurs, c'est la technique Guillaume Meurice, hein, qui est venu un jour ici en disant que, en fait, ce qu'il faut, c'est coller le micro sur le menton comme ça. Quand on tourne, eh bien, on tourne avec. On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. Je voudrais présenter l'OIP, Observatoire international des prisons, qui a été fondé en 1996. Votre objet, c'est la défense des droits humains en milieu carcéral et plaidoyer pour un moindre recours à l'emprisonnement. Vous observez les conditions de détention, les conditions de détention, vous informez le public, vous accompagnez les personnels détenus et leurs proches, vous agissez en justice et vous tenter de faire évaluer la loi. Pourquoi tu me regardes comme ça ? J'ai pris ça sur votre site. Je suis concentré, évidemment. Parce qu'il vérifie si t'as rien oublié. Il est au Tout est taquet, très c'est juste. ça ? Tout est très juste. Alors, j'ai démarré en disant que j'ai commencé par apprendre, dès la première page, ou quasiment, que le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy ne contenait que 10 pages réellement sur la prison.
Oui, au fait, c'est Nicolas Ferrand, un des co-auteurs, qui a compilé les passages où il parle vraiment de prison. Et on s'est rendu compte que c'était très peu sur l'ensemble du livre. Ça s'appelle quand même Journal d'un prisonnier. Et en réalité, c'est quand même beaucoup pour déplorer le fait qu'il aurait été victime d'une justice de gauche, pour parler de lui, de son trajet politique, de son avenir politique. En fait, c'est un bouquin d'hommes politiques comme il y en a plein. Et la prison, c'est un peu le prétexte, la porte d'entrée. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait bondir certains lecteurs détenus, moi, avec lesquels j'ai pu parler, parce que ça a quand même été pas mal lu en prison, qui étaient en mode, mais c'est une blague en réalité, quoi. Enfin, ils parlent pas, non seulement ils parlent pas de nous, mais ils parlent même pas tellement de la prison. Ouais, tout à fait. On a mis moins de 10 pages pour vraiment être sûr, mais en réalité, c'est plus sur les coups de 5-6, quoi. On est vraiment sur un volume d'informations sur le monde carcéral qui est extrêmement faible, quoi. Dès la première page, vous écrivez un témoignage donc de Sarkozy, mais de quoi exactement et que représente-t-il? Oui, parce que quand on voit Journal d'un prisonnier, quand on a le 1, le déterminant 1, on pourrait croire que c'est un prisonnier parmi d'autres et que justement il est représentatif de la situation carcérale. Forcément, quand on écrit une expérience, on peut se demander de quoi c'est représentatif. Et là, il nous induit en erreur dès le début parce qu'il va dire qu'il n'a pas eu de privilège et que même son quotidien a été plus difficile que pour la plupart des autres détenus. Donc quand on lit ça, et si on pense que son quotidien à lui, tel qu'il le décrit, a été plus difficile, on a une image complètement tronquée de la prison, tout simplement. Alors, néanmoins, votre livre ne fait pas de l'anti-sarkozysme primaire comme tant de gens s'adonnent. En fait, vous vous appuyez sur le témoignage de Sarkozy et on va rentrer dans les détails évidemment, mais il y a presque des moments où on se demande si vous le remerciez pas d'avoir mis la question carcérale à un moment donné au cœur du débat public. En fait, effectivement, c'était assez rigolo la façon dont ça s'est fait, parce que Laëlia, de son côté, a eu tout de suite cette envie de réagir, de ne pas laisser le bouquin se vendre sans contre-discours, sans réponse, etc. Nous, on a eu évidemment la même envie. Laëlia nous a contactés, on s'est rapidement rendu compte qu'on avait des intentions vraiment similaires. Et puis il s'avérait que Laëlia, du coup, avait aussi déjà publié chez Gallimard avec les linguistes atterrés. Ouais, c'est ça. Donc elle avait aussi ses entrées, etc. Donc rapidement, l'idée de mettre sur pied un tract, du coup, alors je le précise quand même parce que à quatre mains du côté de l'OIP, mais en réalité, toute la matière, tout ce qui est contenu en fait dans le bouquin, c'est tiré de différentes analyses, de rapports, d'enquêtes que l'OIP a produits ces dernières témoignages recueillis par l'OIP. Ouais, c'est ça. Il y a tout un travail de fond que nous, voilà, on a réexploité, on a réécrit à la sauce grand public de Gallimard, mais en réalité qui s'appuie sur un travail de fond des journalistes de l'OIP. Ah, j'aime bien je pense qu'on va prendre ça comme extrait, la sauce grand public de Gallimard. Non, c'est bien. Ça va leur plaire, ça. Ça va beaucoup leur plaire. Ça va beaucoup. Mais attends, on n'a pas répondu du coup sur l'histoire de Sarkozy. Oui, mais j'imagine quand on vient là. Au fait, au départ, on a été un peu déstabilisés, pour être honnête, parce qu'en le lisant, vraiment, ça a été ce qu'on se disait. On se disait, mais on pensait que ça allait être pire, sa manière de parler de la prison. Et honnêtement, on s'est dit, on était presque un peu gênés, pour être honnête, parce que on l'a lu en étant, a priori assez anti-sarkozyste, et en se disant, mais c'est moins pire qu'en tout cas le discours qu'il tenait avant, le discours de ministre de l'Intérieur. De fait, oui, il le dit lui-même, il avait un discours très caricatural sur la prison. Et dans son livre, il dit pas que des conneries, pour dire un peu la phrase de base. Et c'est pour ça que nous, on a voulu aussi être honnête dans la manière de présenter ça, de dire tout ce qui va pas, tout ce qui n'est pas dit dans le livre de Sarkozy sur la prison, mais aussi de reconnaître ce qui est dit, et puis de reconnaître qu'il a eu une expérience carcérale. Et autant cette expérience carcérale n'est pas représentative des 87, maintenant 88 000 prisonniers, il a eu plein de privilèges, autant il a quand même eu une expérience carcérale que nous, on n'a pas eu, par exemple. Et j'en discutais pareil avec les étudiants détenus. À la fois, il criait sur tout ce qu'il disait pas, tout ce qu'il disait qui relevait de privilèges, mais il disait, il a quand même eu ce moment-là, moi ça m'a marqué quand même, on dit ça, il a quand même eu ce moment-là où tu es tout seul. Bon, lui, il était tout seul, on pourra en reparler dans la cellule, mais le moment, au fait, où le surveillant tire la porte, ferme les verrous, et t'es enfermé, et tu peux pas sortir. Et c'est une réelle expérience carcérale. Donc, la difficulté pour nous, c'était de tenir cette ligne-là, ne pas nier son expérience carcérale, ne pas nier ce qu'il dit, qui est intéressant de fait sur la prison, et en même temps, pointer le fait qu'il y a plein de choses qu'il dit qui sont
qui relèvent de privilèges, qui relèvent de manipulations, qui sont inexactes. Et voilà, on a essayé d'être honnête tout simplement par rapport à cette ligne-là. Mais pour revenir, on le remercie presque. En fait, nous, on aurait bien... De fait, ce qui est compliqué aussi pour nous, c'est que ça fait parler de la prison. Et le problème de l'OIP, en général, c'est de déplorer le fait qu'on ne parle pas assez de ce sujet-là. Et nous, on aimerait juste qu'on en parle Bien mieux, sûr. qu'on en parle bien. Et pour finir, Jean-Claude Masse disait, si on arrive à un peu retourner le buzz du livre de Sarkozy pour se faire vraiment s'intéresser à la détention, au moins il aura servi à quelque chose. Et peut-être que là, on le remerciera. Mais il faudrait qu'on fasse plus de buzz que lui, qu'on vende plus que lui. Et c'est pas encore le cas, même si grâce à cette émission, n'est-ce pas, on va commencer. Voilà. Parce que page 5, très rapidement, vous donnez la parole. Tu disais que le livre est basé sur vos travaux de l'OIP qui sont éminemment salutaires. C'est pas la première fois que l'OIP est invité au poste. Mais il y a aussi des témoignages de détenus, alors peut-être recueillis par vous ou par Laëlia dans ces ateliers. Mais par exemple, page 5, il y a une personne détenue, écrivez-vous, qui vous dit, Sarkozy, a quand même vécu ce moment où le surveillant renferme la porte sur nous et tire les verrous. C'est ce que tu dis, et c'est une citation. Et là, on se dit, le bouquin est malin, le bouquin est fin, parce que effectivement, en fait, vous dites en gros à Sarko, encore un effort, gamin, hein, on va aller un peu plus loin. Donc, vous avez thématisé on va dire la prison à partir de son ouvrage, et à chaque fois, vous démarrez par ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Alors, je vous propose ce petit exercice qui consiste à reprendre quelques-uns de vos chapitres et justement à profiter de Sarkozy pour parler de la réalité des 88 000 prisonniers. Page 8, le choc carcéral, donc justement cette porte qui se ferme. Ce que Nicolas Sarkozy dit, c'est avoir ressenti pendant les quelques semaines qu'a duré son incarcération un sentiment qui porte un nom, le choc carcéral. Il s'agit d'un état de détresse provoqué par la rupture brutale avec la vie libre et l'irruption dans l'univers de la prison. Ce qu'il ne dit pas, je vous propose de lire ce passage. Ce qu'il ne dit pas, c'est que le choc carcéral qu'il décrit a pu être amorti par le traitement de faveur dont il a par ailleurs bénéficié pendant son séjour en détention et qui s'est manifesté dès son arrivée. Alors, à partir de là, vous allez écrire quelques pages. Voilà, c'est le mécanisme du bouquin qui est vraiment très bien foutu. Eh bien, allons-y. Qu'est-ce qu'il ne dit pas sur le choc carcéral que vous aimeriez qu'on entende? Et voilà, après je poserai Je rends à Julien ce qu'il y a à Julien. C'est pas mal Julien qui avait insisté sur la forme un peu brève, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Donc, tu dois être content que ce soit bien reçu. Effectivement, on suit ça dans chaque chapitre. Et dans chaque chapitre, on a des extraits de témoignages de personnes détenues. Alors, il y a quelques phrases qui viennent des échanges que moi, j'ai recueillis avec des étudiants détenus, mais la plupart, ça vient de l'OIP. Et des témoignages qui sont d'ailleurs accessibles en ligne via la revue Dedans Dehors. Pour revenir sur le choc carcéral, le choc carcéral, c'est un des passages dont il parle le plus, je dirais. Et c'est pas juste le moment où la porte est refermée, c'est le sentiment de détresse qui peut être, de vertige, qui peut être immense la première fois qu'on est incarcéré. Et d'ailleurs, il y a un taux de suicide qui est très fort en prison par rapport à l'extérieur. Mais ce taux de suicide et de risque de suicide tout court est démultiplié pendant les premières semaines d'incarcération. Donc, c'est plutôt quelque chose dont il parle. Mais alors, ce qu'il dit pas, c'est que déjà, lui, il a eu plusieurs faveurs au moment de son incarcération. Il y a déjà le fait qu'il y avait son pactage qui était prêt, qu'il attendait dans sa cellule. C'est-à-dire que ses effets personnels étaient déjà là. Et ça peut paraître un détail, mais en réalité, c'est important parce que si vous êtes incarcéré et que vous n'avez rien avec vous et que vous devez attendre plusieurs jours, par exemple, pour avoir des affaires pour se changer, tout simplement, ça fait une différence dans l'appréhension de la prison. Il y a le fait qu'il a été accueilli par tout le personnel pénitentiaire qui sont venus tous lui serrer la main. Alors, bien entendu, c'est pas le cas pour toutes les personnes détenues. Il y a le fait aussi qu'il a été prévenu, c'est ça, des dates. Ouais, tu veux expliquer Ouais, effectivement, la plupart des personnes ne savent pas exactement à quel moment elles vont être placées en détention. Elles n'ont pas forcément d'estimation de la durée que va durer aussi cette expérience. Lui, Nicolas Sarkozy, savait que ce serait l'affaire de quelques semaines, avec une armée avocates mobilisés derrière lui pour exiger sa mise en liberté. Donc il savait que voilà, il y avait
une visée symbolique à son placement en détention, mais que ça allait pas durer éternellement. Donc effectivement, il a vécu la fermeture de prison. Donc on s'appuie sur cet événement que lui, c'est assez intéressant parce que à la base, quand on avait commencé à rédiger, on avait inséré énormément d'extraits du bouquin d'origine. Parce en fait, il romantise énormément son expérience, un peu à la façon de Dostoïevski ou d'autres auteurs qui ont pu écrire sur la prison. On sent qu'il est Ça, quand c'est même très l'influence porté. de la lecture de Monte Cristo. Et complètement, qu'il avait, selon les médias, effectivement embarqué avec lui, Oui. avec la biographie de Jésus-Christ. Oui, ça fait partie de la mise en scène. Ouais. Et lui, d'ailleurs, a pu faire une mise en scène sur son arrivée en prison. Mais par exemple, il y a aussi un élément très important qui participe au choc carcéral, c'est la fouille. Donc la fouille à nu. Donc ça fait partie du moment vécu comme une violence, une déshumanisation. Badinter en parlait notamment beaucoup, et beaucoup de personnes détenues en parlent. Et c'est assez intéressant parce que dans le livre de Sarkozy, il la mentionne hyper vite fait. Donc en fait, on s'est vraiment demandé, soit il n'a pas vécu une vraie fouille, soit il peut pas, pour le coup, se permettre de la raconter. Et c'est intéressant, s'il a vécu une vraie fouille, pourquoi il la raconte pas alors qu'il va insister, pour le coup, en se mettant en scène comme une grosse victime sur plein d'autres éléments de la vie carcérale? Peut-être parce que dans sa construction d'éthos, d'homme politique, il peut pas raconter ça parce que c'est trop humiliant, justement. Mais si c'est trop humiliant, ce serait peut-être intéressant de réfléchir justement à ce que ça fait sur les autres. Et je trouve ça intéressant que vraiment ce ne soit pas mentionné. D'ailleurs, c'est un point que j'en avais discuté aussi avec des surveillants en détention, que les surveillants ont tout de suite remarqué. Parce que voilà, ça fait vraiment partie de ce choc carcéral, de ce passage dans l'autre monde, la fouille à nu, où très concrètement, il faut imaginer ce que c'est. Vous avez quelqu'un qui va vous regarder l'anus, qui va vous demander de tousser, qui va vous demander de soulever vos testicules, par exemple. Pour les filles, il y a des témoignages comme ça qui peuvent demander d'enlever le tampon, ce genre de choses. Il faut quand même imaginer ce que c'est. Et ça, soit il l'a pas vécu, ce qui est un gros privilège, soit il peut pas se permettre de le raconter. Et ça montre à quel point c'est pas un témoignage sur la vie carcérale, c'est un témoignage qui est un prétexte pour sa construction, encore une fois, politique, publique. Mais est-ce que vous pensez que donc ces privilèges dont vous parlez, finalement, est-ce que ce serait pas des revendications à porter pour les détenus? Par exemple, d'avoir son pactage déjà là, c'est-à-dire ça amortirait le choc carcéral pour tout le monde, pour tout détenu, quel qu'il ait fait. Oui, effectivement, on peut s'appuyer sur son expérience pour dire voilà, on devrait généraliser ces procédés à l'ensemble de la population détenue. Alors la réforme de la prison, c'est quelque chose d'extrêmement inertique. Voilà, il y a eu des tentatives en 2009, il y a eu une réforme assez profonde du coup de la loi pénitentiaire avec l'inscription de nouveaux droits dans les textes, etc. Avec des effets extrêmement limités. C'est une institution qui est impossible à réformer dans sa profondeur. Là, on parle de 87 000, 88 000, bientôt 90 000 détenus. Évidemment que tout le monde ne peut pas être traité de la manière dont Sarkozy l'a été. Mais c'est vrai que ça fait partie des revendications, par exemple sur la fouille. Sur la fouille, ça fait partie des luttes. Typiquement, l'OIP, avec d'autres organisations, ont beaucoup lutté contre les fouilles systématiques à nu, par exemple. Ouais, tout à fait. Et ça fait partie des gros sujets de lutte et de tension, parce que l'administration pénitentiaire ne veut pas lâcher là-dessus. Mais complètement, d'ailleurs. c'est un moyen de coercition, c'est un moyen de contrôle, c'est un moyen qui est vraiment, c'est un dispositif qui est vraiment au cœur de tout l'univers en fait disciplinaire de la détention, qui est impossible en fait à éradiquer, quoi. Je veux dire, la fouille, c'est vraiment l'expression même du contrôle de l'administration sur les corps, en fait, quoi. Alors, on va passer à l'isolement, mais figurez-vous que vous avez mon exemplaire. Celui sur Oui, lequel il est j'ai bossé. annoté. Alors, Il tiens, est voilà. annoté, c'est bon signe. C'est bon signe, Voilà, même ça. pardon. Et d'ailleurs, je m'adresse à la linguiste, à l'amoureuse des mots. Est-ce que ça te gêne de voir ton livre annoté, Mais alors corné? pas du tout, au Est-ce que contraire, tu ça fais veut comme dire ça, qu'il toi, a ou été pas? lu. Ça veut dire qu'il a été lu. Au contraire, je te remercie. Un livre qui est tout beau, tout propre, tout neuf, ça veut dire qu'il n'est pas lu, qu'il vit pas. Moi, je suis pour que les livres vivent, circulent, soient annotés. Tu peux le déchirer en public pour nous dire ça, je trouve ça dégueulasse. Ça va, ça le fait vivre aussi. C'est ça. Page 13, l'isolement. Ce que Nicolas Sarkozy dit, donc dans son livre, c'est qu'il a été placé à l'isolement et soumis à des règles lui interdisant de parler ou échanger avec d'autres détenus. Cette cure de solitude imposée, donc ça c'est entre guillemets, c'est de lui. D'abord perçu comme, c'est de lui, salutaire, c'est progressivement révélé éprouvante, page 38-39, 128-129 de son livre. Ce qu'il ne dit pas. Ce qu'il ne dit pas, c'est combien l'isolement est un régime de détention destructeur pour quiconque en fait l'épreuve de façon prolongée.
parce que lui, il l'a eu pendant 20 jours. Il y a des gens qui vont le subir pendant bien plus longtemps. Et si même lui, pendant 20 jours, passe du moment à se dire « Ouf, je suis soulagé de ne pas être avec les autres, de ne pas subir la surpopulation. » Et « Ah, bah, ça me fait réfléchir un peu sur moi. Ah, au fait, c'est assez horrible comme expérience. » Si lui, il a ça pendant 20 jours, sachant qu'il avait des visites comme pas mal, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui le vivent pendant bien plus longtemps? Tu peux peut-être en parler? Ouais, complètement. Puis, juste pour revenir sur la cure de solitude imposée, ça s'inscrit dans une phrase qui est hyper grandiloquente. Enfin, il y a vraiment un lyrisme hyper assumé en fait dans son bouquin, et nous on trouvait ça très rigolo de mettre ça en avant. Et du coup, voilà, d'apporter ce contre-discours avec des témoignages très crus de détenus qui témoignent des conditions de détention qui sont. Oui, on pourrait faire une comparaison de Ouais, style. ouais, Lui, ouais, effectivement, c'est ça. comme tu dis, Et puis après, c'est romanesque, donc il va faire ce Ouais. grand style lyrique. Mais on pouvait pas trop le citer, parce que sinon on aurait dû lui donner des droits, en fait. Bah, c'est ça, Ouais, là, ou ça- s'exposer à des, ça fait un peu mal aux à cheveux. des C'est poursuites, ça. quoi, en contrefaçon, etc., des tournements de propos, donc on était un peu coincés, quoi. Donc on a vraiment réduit, mais c'est rigolo. Alors effectivement, oui, l'isolement, elle a dit, quoi, c'est un régime qui peut être décidé dans différents cas de figure par l'autorité judiciaire ou par l'administration de la prison pour des, pour des raisons tenant à la protection de la personne, parce qu'elle est médiatisée, parce qu'elle est vulnérable de par les faits qu'elle a commis, les anciens policiers, les personnes médiatisées, etc., les artistes. Voilà. Booba, typiquement, quand il était incarcéré, il était au quartier de Nicolas Sarkozy, et plein d'autres y sont passés. Les personnes trans aussi, souvent, sont placées dans ces régimes de détention, du coup, pour personnes vulnérables. Mais c'est aussi des choses qui sont imposées à des personnes que l'administration considère comme ingérables, violentes, hétéro-agressives, donc ou auto-agressives. Donc là, c'est disciplinaire Donc aussi. là, c'est extrêmement disciplinaire et c'est extrêmement arbitraire. En réalité, les décisions sont motivées parce que toute décision de l'administration doit être motivée, mais les motivations reposent sur la gestion de l'ordre public interne de la détention, enfin de l'ordre interne de la détention, les questions de sécurité, etc. C'est des catégories juridiques qui sont extrêmement malléables, extrêmement floues et qui permettent très peu en fait de sortir, quoi. Donc il y a tout un dispositif de prolongement de l'isolement, de possibilité de contester devant le juge, etc., mais qui en réalité sont très peu effectives. Donc les personnes qui y sont placées le sont, comme Laëlia l'a dit, pour de très longs mois, voire années, et en ressortent avec des dégâts psychologiques c'est qui ça. sont considérables. Il faudrait faut être concret dessus sur ce que ça fait. L'être humain n'est pas fait pour ça, de ne voir personne, ou presque, de ne parler à personne. Là, dernièrement, c'était les 30 ans de l'OIP, il y avait un monsieur ancien détenu qui parlait de son expérience de l'isolement, ce que c'était, par exemple, de voir en plus que des surveillants cagoulés, dans son cas, donc de ne pas voir de visage, de ne pas entendre de voix. Et très concrètement, ça fait des gens, on en a cité, troubles psychiques, altération des sens, tout simplement. Moi, je me rappelle, j'avais interagi dans les différentes prisons, j'ai pu intervenir avec des personnes qui avaient passé des années à l'isolement. Ils étaient plus capables d'avoir une conversation à plusieurs, par exemple. À la rigueur, un à un, ça allait, mais à plusieurs, c'était plus possible. Et on voit vraiment des gens très concrètement abîmés, et ça se sent dans leur corps, dans leurs interactions. Souvent, on parle de l'isolement comme d'une torture blanche, et c'est vraiment un régime, pour le coup, abîme l'humain, et ça se voit très concrètement, très vite. Il y a plusieurs questions dans le chat qui est chaud bouillant. Il y a d'abord une question de Doi qui vous demande pourquoi les prisonniers écrivent en général et pourquoi le livre de Sarkozy est différent. Et il y a Timorophiles qui rappelle qu'au même moment, Mauben, détenu de longue peine au centre pénitentiaire de Moulins-Isère, s'est vu convoqué pour avoir écrit un livre de cuisine en prison. On avait reçu les éditions du Bout de la Ville, les éditeurs de ce super livre de recettes de cuisine. Et en effet, ce détenu avait été convoqué et puni d'une manière ou d'une autre, je ne sais plus exactement, parce qu'il s'était permis évidemment de raconter 2-3 petites choses sur la prison. Alors pourquoi il y a ce rapport à l'écrit des prisonniers, et pourquoi il y a ce rapport à l'écrit de l'administration pénitentiaire? Tu veux répondre sur la première question ? Le fait, c'est l'ouverture de notre livre qui peut parler de la prison, du tract, parce que effectivement, déjà le fait que Sarkozy fasse un livre sur son expérience carcérale, alors qu'en plus il attendait son jugement en appel, c'est le signe d'un privilège. La plupart des personnes détenues vont quand même, des ex-personnes détenues, alors si on parle des personnes qui sont sorties, vont plutôt voir le passage en prison comme un stigmate, comme quelque chose qui va leur être nuisible, donc qu'il faut cacher, qu'il faut effacer. Et Sarkozy, lui, il a vraiment essayé d'en faire une ressource. Donc déjà, c'est un gros privilège de dominant. Et puis tout simplement, l'expression individuelle et collective, d'ailleurs, est extrêmement limitée en prison. Et d'ailleurs, même l'OIP joue un peu sur les limites en publiant des témoignages de détenus, parce que moi, ça a été aussi un problème. Moi, je parlais par exemple du tract avec mes étudiants détenus. On en a discuté. Très concrètement, je
n'ai pas le droit, par exemple, de faire sortir certains de leurs écrits pour une publication. Je m'expose à des poursuites si je fais ça. Et excuse-moi, ouais, vas-y. je précise juste quand tu dis le tract, c'est le nom de la collection, Le nom de la collection de chez Gallimard. Gallimard qui commence à être connu, c'est le 60e, 76e opus, mais voilà, c'est une Oui. collection. Parce que j'avais dit livre, mais ça me semble un peu très modique. Hein, C'est ça. c'est 4 balles, c'est ça, je sais plus. C'est 3,90. 3,90, voilà. Quand on dit tract, c'est ça. la collection. C'est ça, c'est la collection. Mais voilà, par Donc ça, exemple. tu ne peux pas l'emmener en prison, tu ne peux pas Alors le faire lire. si, en fait, j'ai pas le droit de sortir des écrits de personnes détenues à voie de publication ou de circulation, quel que soit le type de publication-circulation. Donc, par exemple, on en a discuté ensemble, mais je pouvais pas leur demander d'écrire des textes qui rejoignent les items et les publier. Et en tout cas, c'est compliqué. Alors, à des moments, certains le font quand même. L'OIP joue sur certaines limites légales pour quand même publier des témoignages. Mais voilà, c'est un risque, c'est compliqué. Et en détention, parmi les non-droits qu'ont pas les personnes détenues, il n'y a pas de droit du travail, par exemple, en prison, on pourra peut-être en parler, mais il n'y a pas le droit de s'associer, de se syndiquer, de se réunir, de s'exprimer collectivement. À part certains cas très très limites. Et en prison, par exemple, le simple fait pour des détenus de faire une pétition peut être poursuivi. Et tout ce qui est expression collective est donc extrêmement limité. Il y a en réalité très peu de droits d'expression de la part des personnes détenues. Alors bien sûr, il y en a certains qui vont quand même y aller, essayer de faire entendre leur voix, mais c'est toujours compliqué et c'est toujours s'exposer à des poursuites. Et pareil, la liberté d'expression individuelle est aussi très limitée parce que l'administration pénitentiaire peut dire que si les propos d'une personne détenue vont porter atteinte à sa réinsertion ou faire outrage à l'administration pénitentiaire, ça peut être interdit. Et l'interprétation de ce qui peut porter atteinte à sa réinsertion ou ce qui peut porter outrage à l'administration pénitentiaire peut être très vaste. Donc c'est toujours un pari, c'est toujours jouer avec cette limite-là de s'exprimer quand même, que ce soit directement par les personnes détenues ou par l'OIP, des associations comme l'OIP ou d'autres. Hein. Il y a aussi le journal L'Envolée, par exemple, qui est vraiment connu, qui essaye de porter leur voix. Ah bah justement, le chat disait, mais oui, et j'ai pas entendu parler de L'Envolée, je pense qu'il Alors, on était a parlé voilà, de l'envolée c'est- puis dans la conclusion, en fait, on Ouais, mentionne c'est ça. l'envolée. Voilà, dans la conclusion, vous rappelez Ouais. tous les canaux radio. Partie des canaux, ouais. Et L'Envolée, ouais, ouais, bien sûr. L'Envolée, c'est quand même, ça fait partie de ce qu'on connaît le plus, qui est le plus connu, qui fait un gros travail, effectivement, par rapport à ça. On me dit que L'Envolée avait refusé le manuscrit de Sarkozy. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai sais pas refusé. Non, je déconne. Qu'est-ce que tu dis? on reprend, soyons Après, juste sérieux. le cas de Maubaine, il s'inscrit Oui. dans. Enfin, merci Lalia d'avoir posé le cadre, parce que le cas de Maubaine, c'est un peu la quintessence du problème que pose l'expression des personnes détenues, d'autant plus pour des profils qui sont jugés problématiques ou dangereux, etc. La Maubaine, c'est le candidat idéal, en fait, au ciblage politique que Darmanin opère sur les dits narcotrafics qui souhaitent isoler. Vous savez, il a créé des nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Les Alors Maubaine, QLCO. ouais, les QLCO, effectivement. Alors Maubaine, on est en lien avec lui, et notamment avec son avocat. Et il a été transféré dans un de ces QLCO suite à l'apparition, alors temporellement, chronologiquement, suite à l'apparition du bouquin. Très bon bouquin, effectivement. Mais on ne sait pas si c'est directement en lien avec les informations qu'il aurait pu faire sortir de la prison en rédigeant le bouquin depuis sa cellule avec son éditeur. On sait l'administration enlisée dans une paranoïa totale, donc c'est pas impossible. On peut pas, nous on peut pas le documenter. On n'a pas pour coutume d'asséner des intuitions Bien sûr. et les Mais il y a déposer en toujours vérité. eu- Mais effectivement, il y a une chronologie qui est questionnante, quoi. Et il y a toujours eu le fait de jouer avec ces limites-là et de les dépasser. Enfin voilà, si on revient dans l'histoire, il y a eu la fameuse lettre de Clairvaux. À un moment, Clairvaux, donc c'est une centrale, c'est des très longues peines. L'appel de prisonniers, de détenus condamnés à perpétuité pour le rétablissement de la peine de mort, donc qui avait fait une lettre provoque qu'ils avaient envoyée aux médias. Et justement, l'idée, c'est de jouer un peu sur les pouvoirs contre pouvoirs de diffusion de la parole pour s'exprimer quand même. Les relations avec les proches. Page 17. Ce que Nicolas Sarkozy dit, c'est que son épouse, Carla Bruni, a pu lui rendre visite dès son premier jour d'incarcération et qu'il a par la suite reçu 3 visites de sa famille par semaine, parfois 4. Et je crois que là, Julien veut prendre la parole. Ce que Sarkozy ne dit pas,
On va faire un Allez-y, sur deux. ouais. Ce qu'il ne dit pas en se défendant de tout traitement de faveur pour éviter de provoquer une polémique, donc citation en page 27, c'est que ce régime de visite témoigne de privilèges ou passe-droit qu'aucun autre prisonnier ou prisonnière ordinaire se voit habituellement accorder. Et effectivement, C'est vraiment le point, moi, avec les ouais, étudiants détenus qu'ils ont tout de suite remarqué, parce que les parloirs, c'est très ouais, important. ouais. Et le fait qu'il ait eu le parloir dès le premier Bah, jour de c'est son ça, en fait. incarcération, tout le monde a bondi, quoi. Bien sûr. C'est vrai que dans les premiers jours, dans les premières semaines de la détention, en fait, c'est complètement illusoire de pouvoir, de prétendre pouvoir voir sa famille. Alors lui, ça a eu lieu tout de suite. Bon, c'est pas complètement déconnant pour un ancien président dans une prison en plein Paris. Enfin voilà, ça, on peut évidemment. Je crois que Mediapart avait fait un papier, notamment sur les privilèges de Sarkozy. Rien que le fait que son épouse n'ait pas eu à faire l'attente comme toutes les autres Ouais, familles, tout à parce fait. qu'en prison, il y a souvent des files de familles qui attendent pour aller au parloir, Ouais. qu'elle ait pu avoir un chemin Bon, le détourné. scandale, ce il genre n'est de pas choses. forcément là. On peut faire l'hypothèse que Carla Bruni, dans la foule de familles, voilà, aurait eu des soucis que l'administration pénitentiaire ou que sa sécurité personnelle, financée par les services de l'État notamment, aurait souhaité éviter. Donc bon, voilà. Mais par contre, il y a un régime de faveur, certainement sur la fréquence des visites, ça on le pose dans le bouquin. Donc tout ça est extrêmement encadré par le code pénitentiaire. Donc les personnes prévenues, c'est-à-dire comme Nicolas Sarkozy, non jugées, ont droit à 4 parloirs semaine, et les personnes condamnées à 3 parloirs semaine, c'est un maximum évidemment, avec des durées qui sont encadrées. Donc là, il y aurait eu une extension de ce régime à son cas personnel, avec des visites qui auraient été plus fréquentes. Oui, il y a des détails, par exemple, il dit des durées 50 plus minutes de longues. parloir, Ouais, alors que c'est normalement ça. les parloirs c'est plus court. Alors est-ce qu'il se trompe sur la durée? Est-ce qu'il a eu un régime de faveur par rapport à ça? Mais sur les relations avec les proches, il en parle beaucoup dans son livre, même au-delà des parloirs, et en posant des questions qui sont intéressantes, mais qu'il aurait peut-être pu se poser avant, parce qu'il a quand même été 2 fois ministre de l'Intérieur, en disant ma famille en souffre beaucoup. Pourquoi est-ce que les familles sont aussi punies? Ça fait partie des combats de l'OIP. D'ailleurs, il y a eu très récemment un manifeste pour le droit des proches des personnes détenues. Et par exemple, il y a un moment, il raconte aussi, bon, ça n'a pas eu le temps de le citer dans le tract, mais que, par exemple, il a demandé une autorisation de sortie pour la naissance de son petit-fils et qu'il l'a pas eu. Et il parle de la réponse très sèche, fin de non-recevoir, parce que c'est pas essentiel, en disant, mais c'est essentiel dans ma vie. Et je sais pas, il a été 2 fois ministre de l'Intérieur. C'est des situations qui se posent pour des dizaines de milliers de personnes. Et pourquoi est-ce qu'il se l'est pas posé avant? Et moi, j'ai envie aussi de dire, je pense à tous les journaux People, mais vraiment, c'est impressionnant à quel point certains journaux comme Gala ont couvert les moindres détails pour sa famille, quoi. Parce qu'il y avait pour lui, mais il y avait aussi tous les posts sur sa femme, par exemple, justement, la naissance de son petit-fils. Nicolas Sarkozy a pas pu le voir. Super. Pourquoi est-ce que vous venez pas devant les détentions parler aux fils de famille qui effectivement souffrent aussi de ça? Parce que concrètement, ça se voit tout de suite, hein. Moi, à chaque fois que je vais travailler en détention, je vois les fils de famille. On voit des tout petits enfants, par exemple, qui sont là avec leurs parents, qui doivent attendre, qui doivent passer sous les portiques. Vous voyez concrètement ce que c'est d'avoir soit des personnes âgées qui vont voir leurs enfants, soit des femmes, soit des tout petits enfants qui viennent là. Il y a plein d'histoires sans doute aussi à raconter autour de ça, et de refus de sortie pour des événements familiaux importants. Des gens qui n'ont pas pu sortir, par exemple, pour un deuil aussi. Ça va vraiment me marquer, et ça fait partie de la violence de l'expérience carcérale. Bien sûr. Nous, c'est Non, vas-y. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on documente énormément, en fait, de très longue date, en fait, à l'OIP, quoi. C'est toutes les conséquences, en fait, sur le maintien des liens avec les proches, et en fait, les conséquences qui sont... C'est-à-dire qu'on peut chiffrer le nombre de personnes détenues, on peut plus difficilement chiffrer le nombre de personnes concernées par la prison. On peut évidemment faire l'hypothèse qu'elle se compte en centaines de milliers, quoi. Si on considère que pour chaque personne détenue, il y a à minima 2 personnes, un conjoint, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, des parents, etc., qui subissent l'absence du dit proche, on est sur des chiffres qui sont bien plus importants. Effectivement, là, Elia mentionnait du coup une initiative que l'OIP, alors qu'on a tenté d'accompagner, mais l'idée c'est tout de suite qu'on s'en retire et qu'on soit pas évidemment en avant dans cette démarche. Et de longue date, on reçoit des témoignages, des sollicitations de proches de personnes détenues qui en fait nous écrivent pour différentes raisons, mais notamment pour témoigner de leur solitude en fait dans cette épreuve vraiment qui a énormément de conséquences financières. Oui, voilà. La famille de Sarkozy n'a pas eu ça, elle mais n'a pas c'est eu cher ça du tout, quoi, voilà. de se déplacer, Ouais. de poser Et une donc, journée pour aller au parloir, ce genre de choses. Complètement. Et donc l'idée en fait qu'on a eue il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'est de fédérer, de réunir en fait un ensemble de proches détenus qui nous avaient contactés en réfléchissant avec eux à une manière en fait intelligente de transformer ça en revendications, etc. Donc il y a eu toute une série de réunions, de travail de réseau, de mise en réseau, d'agrégation aussi de nouveaux
nouveaux membres et la rédaction d'un manifeste en fait qui est hyper chouette, la création d'une plateforme dédiée. Et en fait, l'idée maintenant, c'est de réunir en fait des signatures en masse et c'est d'avoir du coup un nombre en fait vraiment conséquent de personnes qui ne s'engageraient qu'à la signature de ce manifeste et du coup la revendication de droits. Alors droits qui sont encore assez flous, en fait, qui peuvent recouvrir différentes réalités, mais en tout cas la reconnaissance d'un statut de proche, et puis du coup la facilitation des relations avec l'administration, la prise en compte des difficultés en fait concrètes que constitue le statut d'aidant et de proche, et voilà, et essayer de lutter contre un peu l'ignominie quotidienne en fait que constitue l'expérience de proche pour aller au parloir, pour payer les frais, pour assumer seul du coup la charge du foyer. Les mères se retrouvent toutes seules. Enfin, je veux dire, l'immense majorité des personnes détenues, c'est des hommes. Et on a derrière des conjointes, en fait, pour la plupart, qui se retrouvent seules à gérer avec un portefeuille amputé, du coup, la charge des gamins, les visites au parloir. Enfin, c'est terrible, en fait, en réalité, ce que ça crée. Ouais, Donc, et puis il y a plein de petits détails. Mais par exemple, même pour avoir un permis de visite, il faut avoir très souvent passé par une réservation en ligne de créneaux. Réservé en ligne, rien que ça. En fait, c'est compliqué pour plein de personnes, ce genre de détails-là. Et il n'y a pas forcément d'accompagnement pour ça. Et puis voilà, dans les petits privilèges de Sarkozy, lui, il dit les surveillants étaient tellement gentils, ils nous regardaient jamais, ils nous dérangeaient jamais. Bon, normalement, les surveillants sont censés regarder pendant la visite, pendant l'interaction. Et ça, c'est aussi un petit traitement de faveur. Le permis en poche, justement, là, dont tu viens de parler, Laëlia, vous écrivez une fois qu'on l'a en poche, une seconde étape reste à franchir. Et là, j'avoue que j'ai appris ça. Ma dernière visite en prison date d'avant les portails en ligne. La prise de rendez-vous au parloir via un portail en ligne, le téléphone ou des bornes de réservation installées dans certains établissements pénitentiaires. La réservation en ligne se révèle souvent compliquée. Il est de plus assez fréquent que les bornes tombent en panne et que les lignes téléphoniques dédiées soient saturées, si bien que les personnes patientent des heures au bout du fil ou tentent plusieurs jours d'affilée avant de pouvoir accéder à un interlocuteur. Voilà, ça c'est ce que la Nicolas dématérialisation, c'est partout, en fait. Enfin, c'est partout. Et aussi pour ça. Et voilà, encore une fois, on voit que les personnes les plus démunies, celles qui sont pas à l'aise avec le numérique, celles qui sont pas francophones, imagine ce que c'est que faire cette démarche-là, ou pas à l'aise avec le français, ça rend tout ça effectivement beaucoup plus compliqué. Et souvent, quand on parle de prison, on parle jamais de ce genre de détails. On va encore une fois avoir des visions très romanesques, mais on va jamais parler de ce genre de détails concrets qui est pourtant la réalité de proches de plein de personnes. Vous écrivez également, page 19, plusieurs femmes ont raconté devoir enlever, donc des femmes qui sont des femmes de détenus, des épouses. Plusieurs femmes ont raconté devoir enlever leur soutien-gorge qui déclenche l'alarme du portique de sécurité sans avoir d'endroit où s'isoler. Carla Bruni, elle, a pu entrer dans la prison, ouvrez les guillemets, par un chemin dissimulé, fermez les guillemets, donc citation de Nicolas Sarkozy, sans faire la queue, ça tu l'as dit, avec les autres familles de personnes détenues, ni s'exposer à cette attente. Attends, là, je crois que là, c'est pas une citation de Sarkozy, pour le coup, c'est une citation d'un article de Mediapart. Voilà, c'est ça. Oh, parce oui, que lui, il n'a pas mis en 11. valeur le fait qu'elle puisse justement échapper à des privilèges, puisqu'il dit le contraire. Donc c'est une citation au contraire de Mediapart, un article de Mediapart. Note numéro 11, Michel Deléan, Anton Rouget de la maison Mediapart, 10 décembre 2025. En prison, Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un régime de faveur grâce à Darmanin. Tiens, on parle beaucoup de Darmanin ces jours-ci. Et justement, est-ce que ce sont est-ce qu'il y a des règles qui ont été violées sur les privilèges? Vous pose, mais là malheureusement, il y a oui, j'ai vu la question qui est passée. Ou est-ce que c'était dérogatoire pour Sarkozy? Les privilèges dont il a bénéficié sont-ils seulement dérogatoires aux usages, vous demande Lily, ou violent-ils, ces privilèges, une règle formelle? En fait, on ne sait pas exactement le nombre de parloirs dont il a bénéficié. Lui, on peut juste se raccrocher à ce qu'il raconte, en fait. Mais par exemple, il y a des choses, la durée des parloirs, elle est censée être fixée par des règles formelles. Ouais, complètement. Et s'il a eu la durée qu'il a dite, ça va au-delà de la règle formelle. Après, le scandale du bouquin de Sarkozy repose pas sur le fait qu'il a eu 10 minutes de parloir de plus que les autres détenus, quoi. En fait, et puis après, qu'il grand bien lui fasse, en fait, qu'il ait pu voir sa compagne tous les jours. À la limite, encore une fois, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Ce qu'il faudrait, c'est que toutes les personnes détenues, immédiatement après la détention, puissent avoir le même régime, quoi. Et juste pour revenir sur la paranoïa dont je parlais tout à l'heure de l'administration pénitentiaire,
qui est vraiment une tendance en fait que tous les acteurs, actrices du système et de la société civile constatent, quoi. C'est qu'il y a vraiment un repli sur soi de l'administration. Ça se joue à différents niveaux, des investissements dans des dépenses sécuritaires, mais vraiment massifs, l'installation de portiques à l'entrée des établissements et notamment à la santé. Donc effectivement, tu parlais du retrait imposé du soutien-gorge. C'est quelque chose qui a été beaucoup documenté et on l'a fait notamment. Ça s'est visiblement amélioré la situation des soutiens-gorge spécifiques parce que bon voilà, on peut l'entendre. Mais là récemment, on a eu des témoignages qui soulignent encore une fois cette paranoïa à la prison de Seyss à Toulouse. Là, on est mais c'est du délire absolu en fait, quoi. C'est un nouveau portique de sécurité qui détecte en fait les tampons imbibés et les serviettes hygiéniques imbibées également en fait. Et du coup, il est demandé aux femmes, mais avocates, femmes de détenus, surveillantes pénitentiaires, de changer de protection avant l'entrée au portique, avant le passage sous le portique. Donc on est dans vraiment du plein délire en fait. Alors pour l'instant, on est au Mais stade, et puis plein d'autres du coup. quel est le prétexte sécuritaire C'est simplement que c'est détecté au portique comme une masse en fait, et donc pour purée. éviter, ouais, voilà. C'est pour en gros, pour éviter que ça sonne et que ça fasse des vérifications qui prennent du temps, ne mettez pas ces protections là, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, changez-les de sorte à ce qu'elles ne sonnent pas. Donc, on est en train de recouper les informations. Donc, voilà. Mais ça donne un petit peu à voir ce que c'est aussi, en fait, que cette paranoïa et ce que c'est les conséquences que ça a pour les personnes qui en font l'expérience quasi quotidiennement, quoi. Je vous propose qu'on continue quelques extraits de lecture de votre ouvrage. Je saute quelques passages pour donner envie aux millions de gens qui sont en train de discuter dans le chat de lire votre livre, pour aller sur le chapitre page 30 de l'oisiveté. Ce que Nicolas Sarkozy dit dans son livre, c'est que, à l'isolement, il s'est demandé, cette fois-ci, c'est bien de lui, comment ne pas devenir neurasthénique quand on est contraint de demeurer 23 heures sur 24 dans sa cellule. Ce qu'il ne dit pas, c'est que ce régime peu enviable, avec peu d'activité, n'est propre qu'en partie au placement à l'isolement. L'oisiveté subie est le lot de la grande majorité des personnes détenues en France, alors même que l'accès aux activités est censé constituer un droit garanti par le Code pénitentiaire. Oui, bah ça fait partie du gros décalage entre la vision publique, on dirait, sur la prison et la réalité, parce que la vision publique, c'est la prison, le Club Med, et très souvent, il va y avoir des polémiques sur les activités proposées quand elles sont rendues publiques. Et déjà, il faut se rendre compte que voilà, Nicolas Sarkozy va parler du fait qu'il a peu d'activités, et il va le lier à son placement à l'isolement, mais en général, c'est pour la majorité des personnes détenues, c'est le fait d'en avoir très peu. Et il y a une différence là-dessus entre le droit et la réalité. Par exemple, le droit d'accès à des activités, le droit d'accès à la scolarité, à la formation. Moi, voilà, je travaille avec l'école, donc le pôle scolaire des centres pénitentiaires, et on essaye de s'appuyer sur ce droit à la formation à l'école pour proposer nos activités. Mais par exemple, il y a un enseignant pour à peu près 130 personnes détenues. Donc typiquement au pôle scolaire, il y a plein de personnes qui nous écrivent pour aller au pôle scolaire et voilà, qui ne peuvent pas avoir une réponse favorable. Donc il y a plein de demandes sans réponse. Et par exemple, on sait que pour toutes les activités culturelles, il y a vraiment des CEPIP, donc des conseillers d'insertion et de probation, qui font vraiment un très gros travail pour essayer de mettre en place ces activités-là. Et qui a une lutte, par exemple, contre Gérald Darmanin, qui récemment s'est illustré par le fait de vouloir interdire ce qu'il appelle les activités ludiques et provocantes en détention. Encore une fois, il peut y avoir une définition très vague de ludique et provocante. Et puis, de la part de certains politiques, voire de l'opinion publique, qui est en mode la prison, ça doit être la punition et rien d'autre. Et alors déjà, on peut considérer qu'on n'est pas là pour traiter les gens comme des animaux, on pourrait les traiter comme des êtres humains, donc en leur permettant le droit à des activités, et puis que tout simplement, ça va détruire les gens, ça va les désociabiliser, et si... en gros, il faut assumer, soit on tue tous les gens qui vont en prison direct, soit si on pense que quand même la plupart vont ressortir, ont vocation à ressortir, l'idée n'est pas de les désociabiliser, de les déshumaniser, de les détruire au point que justement, quand ils sortiront, tout sera encore plus difficile pour tout le monde en réalité, quoi. Bien sûr, mais surtout que ça fait appel, la question des activités au sens large, ça fait appel en fait aux fonctions de la peine. C'est-à-dire que quand on lit le code pénal, c'est l'article 130-1, on voit très clairement les deux objectifs de la peine, en l'occurrence de la peine de prison, que sont pour le premier sanctionner l'auteur de l'acte, de l'infraction, et le second, très rapidement, en fait, favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Et on voit très clairement, quand on s'intéresse au budget, à la manière dont les deniers publics, c'est 5,5 milliards d'euros par an, en fait, la prison, hein, c'est énormément d'argent. On voit dans la manière dont cet argent est réparti que l'accent, il est éminemment mis sur le volet sécuritaire, sur le volet surveillance, contrôle, et très peu, et j'ai envie de dire même de moins en moins, sur le volet réinsertion au sens très large, avec toutes les exceptions que ça recouvre. Et effectivement, du coup, dans l'accompagnement à la réinsertion, donc il y a le travail, il a dit, l'offre de travail est complètement carencée, il y a très très peu de travail en prison, et les activités socio-culturelles, qui sont pas des loisirs en réalité, qui sont des activités qui visent en fait à favoriser du coup la curiosité, l'estime de soi, la rencontre avec l'interaction avec d'autres, un environnement, mais même simplement en fait, c'est pas à toi que j'apprendrai le pouvoir de la culture, enfin le pouvoir émancipateur de la culture, mais c'est des choses qui produisent des effets très concrets en détention en fait, des gars qui ont du mal à canaliser leur propre violence, qui se mettent à faire du yoga, de la sophrologie, de la relaxation. La dimension ludique en fait, elle est inexistante là-dedans. Bien sûr. Par contre, ça produit des effets sur des effets comportementaux qui sont évidemment vertueux. Et il y a effectivement derrière ça, et je te rends la parole tout de suite, cette tentative effectivement de restreindre en fait le plus possible, mais à des fins totalement opportunistes et démagogiques, ces activités parce que ça choquerait l'opinion publique, parce que ce serait irrespectueux à l'égard des victimes. C'est du délire en fait. Donc on voit des budgets qui se tarissent. On voit des instructions, il y a eu 2 offensives en 2025 et l'OIP a eu gain de cause. L'OIP et d'autres organisations ont contesté ces instructions et on a eu gain de cause. Donc camouflet pour le ministre de la part du Conseil d'État. Mais pour autant, le climat est tellement paranoïaque, je reprends le terme une troisième fois, sécuritaire, etc., qu'en fait plus personne n'ose proposer quoi que ce soit, de peur de créer du coup un nouvel événement médiatique, un nouveau scandale. Il y a eu le cas des massages, des pseudo-massages à Toulouse qui avaient justement déclenché les foudres du garde des Sceaux qui s'étaient déplacés sur place, etc. Du karting, du karting à Fresnes, enfin c'est du délire, c'est des initiatives qui concernent une poignée de personnes triées sur le volet avec un projet pédagogique en plus derrière, qui est complètement ignoré par la manière dont les médias du coup s'en font le relais. Et ça permet en fait ensuite de s'imaginer que les détenus font du karting. Non, il y a eu une journée, 7 détenus dans une prison surpeuplée à 210% qui ont eu la possibilité de faire du karting. En fait, c'était le karting, en plus c'est intéressant, mais c'était une journée qui était dédiée justement, enfin c'était les surveillants contre les détenus. C'était hyper intelligent ce truc en fait. C'était tout le monde au même niveau, il faisait beau, il faisait chaud, et dans les activités proposées, il y avait un tour de karting. Vraiment, c'était ridicule. Mais juste parce que c'est quand même important, enfin, la loi, comme tu dis, la prison, c'est censé servir à la punition et à la réinsertion, si je résume. Et tu as très régulièrement certains députés qui vont, par exemple, dire « j'ai vu qu'il y a une telle activité à tel endroit, c'est considéré, le considère comme ludique, c'est un scandale, la prison, ça doit servir à punir. » Et ils font un bad buzz, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et alors qu'ils sont censés incarner la loi, ils vont nier la loi. Il y a Darmanin qui va quand même... Alors pareil, il est censé incarner la loi beaucoup dans cette optique-là. Et moi, par exemple, je vois en intervenant dans le centre scolaire pénitentiaire à quel point aussi ça va dépendre des établissements et des bonnes volontés sur place. Là, moi, typiquement, actuellement, mes cours, ça se passe très bien parce que le pôle scolaire est bien implanté, reconnu, et parce que j'ai la chance de travailler là dans un espace, tout bêtement, où les surveillants accompagnent, par exemple. Et trouvent que c'est bien qu'il y ait des cours, vont suivre même la progression des personnes détenues. Il y avait une surveillante qui avait lu l'œuvre qui était au programme des personnes détenues, qui en parlait avec eux, qui leur disait bon courage pour les examens. Si j'étais tombée dans un endroit où les surveillants étaient contre, c'est mort, je pourrais rien faire. On le sait, il y a par exemple des cas où les détenus sont pas appelés pour l'activité parce que les surveillants n'ont pas voulu les appeler. Ça dépend vraiment de la bonne volonté sur place, et c'est pareil pour les personnes, les CEPI, PADEMAN, qui mettent beaucoup de temps à créer des activités culturelles. Il suffit d'une polémique pour du jour au lendemain mettre ça à bas, et ça peut complètement décourager les gens. Et vraiment, s'il n'y a pas une volonté collective de l'établissement, on peut rien faire. La violence, page 35. Ce que Nicolas Sarkozy dit dans son journal d'un prisonnier, c'est qu'étant à l'isolement, il n'a pas eu de contact avec les autres personnes détenues. Il parle cependant plusieurs fois de leur présence sonore, de l'écho de bagarres violentes, page 37 de son livre. En revanche, ses échanges avec les surveillants, qu'il appelle président, et ce souci de son bien-être sont dépeints comme très positifs. Ce qu'il ne dit pas. Ce qu'il ne dit pas, c'est que les relations entre surveillants et personnes détenues sont loin d'être toujours aussi sereines. Et effectivement, alors on a commencé la rédaction de cette entrée thématique en posant que, en fait, elle pouvait l'être sereine, c'est qu'il y avait quand même des relations pacifiées
qu'on constate en détention. Hein, c'est-à-dire que la prison, c'est un grand mot, ça recouvre énormément de réalités, ça recouvre des établissements surpeuplés. Quand on parle de surpopulation, et on y reviendra tout à l'heure, mais on parle des maisons d'arrêt, qui sont les seuls établissements, comme la santé l'est, qui sont concernés par la surpopulation carcérale. Dans les autres types d'établissements, les établissements pour peine, donc pour vraiment purger des peines et des peines moyennes ou longues, disons, il n'y a pas de surpopulation. C'est un détenu par cellule. Donc des conditions de travail des surveillants qui sont un peu plus raccord avec ce que prévoient les textes, à savoir, parce que les surveillants ne sont pas que des tourne-clés. À la base, ils sont censés aussi être présents dans le quotidien des détenus. Il y a une dimension sociale qui est complètement gommée par la surpopulation et par le peu de considération qu'on porte à leur travail. Mais voilà, donc les relations peuvent être pacifiées. Et effectivement, Oui, voilà, même l'exemple du karting que tu donnais, moi je le vois à des moments, quand il y a des surveillants qui ça se passe bien pour le pôle scolaire, tu vois, ils viennent presque participer au cours. J'ai des histoires qui font un peu bisounours, mais qui sont aussi réelles, qui existent, du surveillant qui est venu, on lisait un texte de Molière parce que c'était au programme, il nous manquait quelqu'un pour jouer, il est venu le jouer avec nous. Donc ça existe, Vous ça fait inquiétez partie pas, aussi de ça. j'ai oublié d'éteindre mon téléphone, c'est mon téléphone qui sonne. D'accord, je croyais qu'on avait un super jingle. Au milieu de l'émission. Non. C'est ça. Et on se retrouve après la pub. Désolé. Merci, Diane. Désolé. Non, mais c'est bien, j'aime bien quand les autres font ça, c'est pas moi qui les fais. Non, mais donc, bien sûr qu'il y a ces moments d'échange. Typiquement, voilà, il peut y avoir des matchs de foot aussi, surveillants détenus. Et en fait, les surveillants vivent avec les personnes détenues, contrairement à d'autres professions sécuritaires. Ils vivent pratiquement avec eux. Donc, à des moments, bien sûr, qu'ils peuvent se connaître, plaisanter, ça fait partie des interactions. Mais il n'y a pas aussi que ça. Sarkozy va parler que de relations extrêmement amènes et plus qu'amènes. Hein, les surveillants qui lui disent... Qui lui disent tout le temps Monsieur le Président, ce genre de choses. Et il ne faut pas aussi occulter toutes les relations de violence qui peuvent exister. Ouais. Et qui se concentrent plutôt en maison d'arrêt, du coup, qui, encore une fois, sont les établissements visés par la surpopulation carcérale. Donc, c'est pas que... Alors, il faut rappeler, parce qu'il y a différents stades, qu'est-ce que c'est qu'une maison d'arrêt par rapport à... Voilà. Alors, les maisons d'arrêt sont les établissements qui accueillent les personnes en détention provisoire, donc pas encore jugées, comme c'est le cas de Nicolas Sarkozy, mais aussi les personnes pour y purger des courtes peines. Des courtes peines. En théorie, c'est le jusqu'à tout 2 venant, ans. on va dire. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'immense majorité des peines sont des courtes peines, en fait. Ça, on le pose quelque part dans le bouquin. Ouais, absolument. Quand on pense prison, on pense serial killer, très longue peine, alors que c'est l'inverse, la réalité carcérale, c'est des très courtes peines. Deux chiffres qui permettent d'illustrer ça, en fait, c'est que la durée moyenne de détention, la durée moyenne en 2025, c'est 12 mois et demi, à peu près. C'est la durée moyenne, ça intègre les très longues peines, ça intègre les courtes peines, etc. Et en termes de peines prononcées, on est sur 90% des peines qui envoient les gens en prison, des peines de prison, qui sont inférieures à 2 ans, et 70% qui sont inférieures à 1 an. Donc on est vraiment en fait, les prisons accueillent des gens pour des courts séjours, très majoritairement. Il y a un turnover incessant, etc. Évidemment, rien le temps de construire concrètement sur le plan de la réinsertion. On est dans de l'enfermement bête et méchant, de l'isolement total en cellule à raison de 22-23 heures sur 24. Et voilà, et les personnes ressortent complètement délaissées et démunies et dans donc une ça, situation souvent pire que celle dans laquelle elles sont rentrées. Les maisons d'arrêt, c'est 70% de la population détenue, c'est 7 personnes sur 10. Et donc dans ces établissements, effectivement, les effets de la surpopulation entraînent du coup des conséquences à tout niveau. On parlait de l'oisiveté, du manque d'accès aux activités, des carences en matière d'accompagnement, etc. Mais aussi du coup de conditions de travail pour les personnels qui sont eux-mêmes en sous-effectif chronique, avec des postes vacants que l'administration n'arrive pas à remplacer. Et puis c'est aussi, en fait, les surveillants, moi je l'ai vécu d'intérieur pendant quelques années pour avoir travaillé en prison pour une association. Je veux dire, c'est le boulot le moins attractif du monde, quoi. Les conditions de travail ont été un peu réévaluées, de rémunération. Mais c'est un peu comme la BAC, en fait. Il y aurait une analogie à faire. C'est-à-dire que ou la police aux frontières. C'est le dernier rang, en fait, de l'administration. Personne ne veut y rester. Il y a un mal-être total au travail, des situations de dépression à n'en plus finir, etc. Donc, les surveillants ne sont pas non plus dans des conditions pour être guillerets, du coup, et souriants, et accueillants, et aimables, et compréhensifs, etc. Là, c'est vraiment des tourne-clés. Ils gèrent ce qu'on appelle les mouvements, donc amener les détenus par lot, par étage, par unité, etc., en promenade, les ramener, les activités, etc., avec une pression qu'il ne faut pas nier non plus. Et donc tout ça donne lieu du coup à des situations de tension qui sont permanentes, quoi. Il faut creuser le sujet, la question de la violence. Elle a été hyper approchée par la sociologie. Il y a les travaux d'Antoinette Chauvenet notamment qui sont passionnants, et elle explique un peu tous les fondements, la violence inhérente même à la prison, qui nonobstant en fait des moyens et des conditions matérielles de travail. Donc la violence en tant qu'environnement, mais aussi les effets de
des politiques publiques en fait sur la violence du Et quotidien. puis il y a différents aussi statuts de personnel, parce que là on parle des surveillants qui sont là au quotidien, mais il y a par exemple il y a les ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité, et là concrètement ils sont appelés, tu me corrigeras si je me trompe, mais moi là où j'en entends parler, c'est typiquement des détenus ont une réclamation, ils refusent de remonter de la promenade, c'est une manière de protester, on appelle des ERIS pour qu'ils aillent leur tabasser la gueule. Et vraiment là pour le coup, c'est du tabassage, ou dans ce qu'ils appellent souvent les détenus péter les cellules, quand il y a des fouilles de cellules par exemple pour voir s'il y a de la drogue ou pas. Et là, c'est très violent aussi, hein. C'est par exemple tout foutre en l'air dans votre cellule, tout casser, alors que c'est le seul lieu. Ça peut être déchirer enfin, ça peut être abîmer ou déchirer des photos de famille, ce genre de choses. Et se faire péter la cellule, c'est une grosse violence. Et puis quelquefois, quand il y a des fouilles de cellules, ça peut être très tôt le matin. Les détenus dorment, sont réveillés en sursaut. S'ils paniquent un tout petit peu ou ils protestent un tout petit peu, ils vont se faire frapper aussi. Donc voilà, il y a aussi différents types de personnel de sécurité à l'intérieur de la prison et différents rapports par rapport à ça. Et voilà, et donc, et puis il y a aussi le fait que c'est très compliqué pour une personne détenue qui a subi une violence en détention, sachant que les surveillants subissent aussi des violences de la part de personnes détenues, mais de faire reconnaître ça par la justice, par Bien exemple. sûr, ouais. En fait, il n'y a pas de caméra en cellule. C'est-à-dire que concrètement, comme tu le dis, un détenu qui se fait passer à tabac dans sa cellule, il n'aura aucune possibilité en fait, de le prouver. Alors, si les violences ont lieu sur les coursives, on peut demander la conservation des images de vidéosurveillance. Nous, on travaille beaucoup sur cette question parce qu'en réalité, les images sont écrasées quelques jours, la plupart du temps, après la survenance des faits. Donc, le temps que les demandes soient faites, les images sont déjà écrasées ou l'administration ne répond pas, etc. Donc, il y a vraiment un énorme travail et qu'on essaie de mener en lien avec la CNIL, qui se mobilise un peu de plus en plus sur le sujet. Mais voilà, on avait documenté, nous en 2019, on a consacré un gros rapport d'enquête sur la question des violences, qu'on a appelé Omerta, impunité, opacité. Et donc c'est vraiment les trois manières de définir en fait cette question des violences pénitentiaires, quoi. Une énorme omerta entre collègues, vraiment une logique de corps en fait, qui fait que tout le monde se protège, etc. Et que personne n'ose parler, alors que les violences sont vraiment systémiques, et il y en a énormément, mais elles ne sont pas quantifiables non plus. C'est plutôt le côté opacité. L'administration pénitentiaire ne les recense pas, malgré les demandes répétées de l'OIP et d'autres organisations. Elle recense les violences entre détenus, de détenus sur surveillants, mais jamais celles de surveillants aux personnes détenues. Et une impunité, évidemment. Alors nous, on tient aussi un petit peu un décompte de la manière dont l'institution judiciaire se saisit des cas de violence pénitentiaire. Tu connais bien ça pour les violences policières. Et du coup, alors nous, on ne demande pas une répression, bien évidemment, ou une hausse de la répression. Par contre, on constate la complaisance qu'il peut y avoir, la complaisance judiciaire, et du coup, le maintien en poste ou le transfert d'établissement en établissement de surveillants qui ont vraiment eu des comportements problématiques et violents. Et voilà. Si je peux répondre un peu Je à t'en des prie. questions qu'on voit passer. Adèle, il disait en maison d'arrêt, c'est quoi le pire qu'on peut avoir? En fait, en maison d'arrêt, quel est le pire acte pour lequel on peut être en maison d'arrêt? Il y a aussi les personnes non jugées. Donc en réalité, il y a beaucoup de brassage d'affaires en maison d'arrêt parce que vu qu'il y a toutes les personnes prévenues non jugées, en fait, on peut être incarcéré, je sais pas, pour assassinat, pour viol, ce genre de choses, et on commence par passer par la maison d'arrêt, même si après on a une longue peine. Et pour répondre à une question qui est Et sur d'ailleurs, moi, ce brassage ouais, pose pose des aussi question, bien sûr. sur la fameuse école du crime. Si tu commences déjà à mettre ensemble des gens qui, pour des faits totalement différents, oui, tu peux faciliter Ça pose question, certaines effectivement. choses. Après, le regroupement de personnes pour les mêmes affaires pose aussi question, quoi. Exactement. Enfin, donc c'est Oui, bien sûr. c'est compliqué, C'est effectivement. compliqué. Mais oui, voilà, ça peut faire effectivement aussi partie des effets de violence que subissent des personnes détenues, de se retrouver mélangées. D'ailleurs, c'est impressionnant à quel point on voit des affaires de hiérarchie qui reviennent en prison parce que il faut toujours se distinguer, des C'est ça. autres et des autres. Et pour répondre à une autre question, en quoi Laëlia fait-elle œuvre de linguiste à travers ce travail? Je fais pas œuvre de linguiste à travers ce travail. On a plusieurs casquettes dans la vie. Là, pour le coup, c'est vraiment parce que je suis enseignante en milieu carcéral et adhérente de l'OIP. Et même si je veux travailler sur les récits de prison, mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup publié dessus. À propos des ERIS, sauf erreur de ma part, le fondateur, vous voyez qui c'était? Non. Eh bien, il a été reçu hier à l'inauguration du nouveau think tank du Parti Socialiste, qui n'a rien trouvé de mieux que d'inviter Didier Lallemand. Ah, c'est l'allemand. Et c'est Didier Lallemand, bien connu de nos services, Il n'a pas été directeur de l'administration pénitentiaire, pourtant.
Mais, enfin, après, il a fait partie de ceux qui ont géré d'accord, ouais. ces Ouais. espèces de Ouais, ouais. CRS C'est des, ça, hein, des c'est prisons. ouais, ouais, Voilà. c'est Alors, il y avait un chapitre que j'avais pas retenu, mais que je crois que vous aimeriez bien c'est celui sur la pauvreté et précarité. C'est celui-là que tu voulais. oui, oui, bah, on peut en parler après, c'est Alors, ouais, ouais. alors Vas-y. c'est page 40. Ce que Nicolas Sarkozy dit donc dans son livre sur la pauvreté en prison est quasi inexistant. Et pour cause, étant notoirement millionnaire, il n'est donc nullement concerné par une situation qui touche une part très importante de la population carcérale. Ce qu'il ne dit pas, C'est que le manque de ressources rend l'expérience carcérale très difficile. Pour les personnes dites indigentes ou avec peu de ressources, la prison fonctionne à la fois comme une sanction de la pauvreté et une source de paupérisation qui entrave les possibilités de réinsertion. Oui, ça c'est quelque chose qu'on voulait souligner parce que voilà, il y a plein de problèmes que pose la prison après on pourrait dire en quelque sorte que Nicolas Sarkozy n'a pas vécu. Il y a quelque chose qu'il dit parce qu'en fait en prison, en fait, souvent les gens pensent qu'on est blanchi, nourri, logé, que tout est gratuit, que tout est à disposition, et en réalité non. Il faut, par exemple, il faut ce qu'on appelle cantiner, c'est-à-dire qu'il y a un catalogue qui est proposé aux personnes détenues et elles vont acheter des ressources sur ce catalogue. Et voilà, ça peut être acheter du papier toilette, ça peut être acheter des denrées alimentaires parce que ce qui est proposé en prison est pas satisfaisant. Ça peut être acheter des choses pour nettoyer sa cellule, tout simplement. Un réchaud, un ustensile de cuisine, et tout ça. Et au fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy remarque pour le coup, alors que c'est quelque chose, encore une fois, bien documenté qu'il aurait pu savoir avant, que les prix sont chers, qu'elles sont plus chères qu'à l'extérieur. Et il dit c'est un abus de position dominante. Tout à fait. Mais pour le coup, il faudrait en faire quelque chose, justement. Parce que effectivement, il y a... ça n'est donc pas de la concurrence libre et non faussée. C'est ça. Et donc là, l'homme de droite se réveille en disant mais qu'est-ce qui se passe? C'est un peu Non, en ça. fait, pour le coup, il remarque que quand même, justement, les gens n'ont pas le choix et doivent acheter des produits plus chers. Et effectivement, À vil prix. c'est un problème et ça fait partie de tous les problèmes effectivement que pose la prison et du fait que ça peut être cher. Julien le disait, c'est cher à des moments pour les familles. C'est cher aussi de soutenir quelqu'un en détention. Ça peut être cher pour les personnes détenues, sachant que les personnes détenues, certaines peuvent travailler en prison, mais il n'y a pas accès du travail pour tout le monde. Il n'y a pas de droit du travail en prison. Ça, c'est quand même quelque chose qui est peu connu et qu'il faut souligner. Tu peux peut-être expliquer pourquoi il y a peu de droit du travail. Il y a un droit spécifique, il y a un règlement, un encadrement spécifique. Vas-y, explique, c'est toi le spécialiste. Non, mais c'est pas forcément le sujet, mais effectivement, il y a un droit au travail qui existe, qui a fait l'objet d'une réforme en 2021, mais alors, effectivement, il est très dérogatoire. On ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais la première question, c'est celle des rémunérations, pour rejoindre avec le sujet de l'argent. C'est-à-dire que dans le droit pénitentiaire au travail, il y a un niveau de rémunération qui est plafonné à 45% du SMIC, donc on ne peut pas gagner plus que 45% du SMIC, et on ne peut pas gagner moins que 20%, ça aussi, entre cette fourchette-là. Alors même que, effectivement, tu le disais, les dépenses en détention, le coût de la vie en prison, il est extrêmement élevé, parce que le catalogue de cantine avec des prix qui sont globalement plus importants qu'à l'extérieur, parce que ça intègre les coûts d'acheminement en fait, des marchandises. Les prix, les établissements pénitentiaires sont censés se fournir dans les supermarchés les plus proches, mais ensuite à charge pour le supermarché de livrer et d'acheminer du coup, toute la marchandise. De stocker, etc. Voilà. Et tout ça a un coût. Il y a le coût du tabac, le coût pour celles et ceux qui fument, et souvent il y a tellement rien à faire en prison que... le coût de location de la télévision, de location d'un frigo, de Oui, l'achat souvent on de croit que la plaques, télé est gratuite aussi. non, ça fait partie des mythes aussi. C'est totalement un mythe, quoi. Et puis voilà, aussi, je veux dire, les personnes détenues ont pour la plupart une obligation d'indemniser les parties civiles, qu'elles soient directes, des victimes directes, ou que ce soit du coup un fonds d'indemnisation de l'État, le Trésor public. Donc il y a des charges en fait qui posent sur les... Mais cet effet, on pourrait dire, en étant excessif, d'épiphanie, d'une certaine manière pour Sarkozy, de révélation. Voilà, sur la prison. On a déjà eu dans les années 80-90 avec Pierre Botton, avec Michel Noir, avec même Bernard Tapie, ce genre de phénomène. C'est-à-dire des gens qui tout d'un coup se retrouvent derrière les barreaux et là découvrent que ce qu'ils ont pu raconter pendant des années était faux et que la réalité réelle était tout autre. Est-ce que vous pensez, alors votre livre œuvre dans ce sens-là, mais est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment utiliser Sarkozy, le peu qu'il ait pu dire sur la prison,
pour renverser l'opinion publique. Nous, on veut quand même retourner ce qu'a dit Sarkozy, parce que par exemple, le manque du droit de travailler en prison, il n'en parle pas. En fait, ce qu'on peut constater, c'est que la médiatisation du livre de Sarkozy ne s'est pas accompagnée de ses réflexions générales sur la prison. Ça s'est accompagné juste de réflexions sur son parcours à lui, ce qu'il a subi lui. C'est resté individuel. Donc nous, c'est vraiment quand même essayer de se servir, c'est un jeu de médiatique, hein, c'est se servir de son buzz médiatique pour parler en réalité d'autre chose que ce qu'il dit, de partir de ce qu'il dit pour parler d'autre chose. Parce qu'en réalité, c'est très juste les exemples que tu as donnés, mais ça s'est jamais accompagné de ces conversations plus générales sur le quotidien de toutes les personnes détenues. Par exemple, Sarkozy va pas du tout parler, il y a tout ce tout petit passage sur les cantines, mais il n'y a aucune réflexion structurale, parce que nous on dit que ça paupérise la prison, mais c'est aussi une sanction de la pauvreté, que par exemple, il y a une surreprésentation des personnes qui subissent la pauvreté et la précarité en prison, parce que on considère, tu me corriges si je me trompe, mais qu'elles n'ont pas assez de garanties. Donc à des moments, ça peut être pour sortir de réinsertion, ou même pour, avant d'être incarcéré, d'insertion à l'extérieur. Typiquement, être sans domicile fixe, on sait que c'est un facteur qui risque d'augmenter le risque d'incarcération. C'était pas le cas de Sarkozy. Et pareil pour sa sortie, il n'a pas eu de questions à se poser sur ses ressources, son domicile, son travail. Et voilà, Sarkozy ne parle pas du tout de ça. Au fait, Sarkozy va parler de détails et jamais relier ça à des questions générales. Nous, notre but, c'est d'essayer de relier ça à des questions générales. Ouais, c'est vrai que d'un point de vue sociologique, la situation de Sarkozy n'est en rien représentative du coup de la population majoritairement détenue, à savoir, ça c'est vraiment de la sociologie carcérale de base, hein, mais très majoritairement des personnes issues des classes populaires, des classes ouvrières, des populations immigrées issues de l'immigration, quoi. Voilà. Donc lui, il a quelque chose de très singulière et dans son expérience carcérale et dans ce qu'il est également en tant que personne richissime, habitant en plein Paris et à Neuilly, peu importe. Avec effectivement du coup. Quelqu'un rappelait dans le chat tout à l'heure que effectivement, je crois qu'il y a un ancien collaborateur, un ancien ministre de Sarkozy qui avait dit mais la prison c'est pas fait pour des gens comme nous. Je ne sais plus qui. Ça, on l'a mis ça effectivement. Vous l'avez mis, mais j'ai oublié Il y a effectivement tout cet imaginaire. Il y a une passion punitive en fait très largement admise dans la société qui fait que voilà, on ne questionne jamais l'utilité de la prison. On ne questionne jamais sa prison comme fondement en fait, comme fondement. Est-ce qu'on a besoin de prison ? Est-ce qu'on a besoin de prison qui fonctionne comme ça ? Est-ce que c'est normal de mettre 88 000 détenus en prison et puis le mois d'après 89 000 ? Je veux dire, les échelles sont tellement énormes qu'on se pose plus jamais la question de qu'est-ce que c'est que cette institution en fait qui produit du malheur et qui produit. Et juste pour donner la ref, du coup, c'est Jean-Claude Darmon qui était un homme d'affaires et qui a dit que la prison n'était pas pour des gens comme nous. Alors, il y a eu gros débat sur que voulait dire le comme nous. Certains ont vu des gens de sa classe sociale, quelquefois ce qu'on appelle les cols blancs. Lui, il dit que non, il a dit comme nous, les innocents, en gros. Mais surtout, l'autre phrase qui a été connue, c'est quand il a dit on n'est pas fait pour ça, on n'est pas des animaux. C'est-à-dire que les autres sont des animaux. Et il y a quand même on a cette impression de choc de certaines personnes qui se sont jamais vraiment souciées de la prison, qui n'ont jamais imaginé qu'elle les concernait potentiellement. Et qui, quand elles les concernent, tombent des nues. Et puis, je pense que nous, ça peut nous interroger, parce que, par exemple, il y a eu plein de joie de la part de certaines personnes quand Sarkozy a été incarcéré, parce qu'il y avait ce sentiment que là, il était un peu traité comme tout le monde, qu'il avait une sorte de dégradation symbolique à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Et est-ce que c'est notre seul vecteur d'égalité que tout le monde puisse aller en prison? Je comprends l'idée que tout le monde puisse être traité à la même enseigne, que c'est une nécessité démocratique, mais en même temps, si une des seules manifestations de la démocratie et du fait qu'on devrait tous être logés, traités à la même enseigne, c'est la prison, est-ce que c'est pas quand même un gros échec de ce que c'est l'égalité pour nous? Est-ce qu'on ne devrait pas imaginer d'autres manifestations justement de cette égalité, quoi? C'est quand même par la négative. On devrait vraiment s'interroger là-dessus. Et après, je pense qu'on est juste pour te répondre aussi, est-ce que c'est comme ça, c'est par ce procédé-là, du coup, qu'on peut donner à voir d'autres réalités, etc. On est aussi très lucide sur le fait que, idéalement, on voudrait toucher les gens qui ont acheté le bouquin de Sarkozy, qui l'ont lu, et ils sont quelques 200, 300 000.
c'est pas eux qu'on va toucher, quoi. On sait très bien qu'on Mais on est. sait Alors, pas. on sait pas, mais Il faut essayer. non, mais bien sûr qu'il faut essayer. C'est ce à quoi participe cette émission, comme plein d'autres, etc. Il faut essayer, mais en réalité, bon, voilà. Et si les libraires pouvaient avoir la bonne idée de faire des combos, Quelle bonne de, idée. voilà. D'en mettre un à côté de l'autre, L'un à côté de effectivement. l'autre. Envoyez-nous nos photos, mettez le tract en librairie Bah oui, à côté du livre de ce serait- Sarko. voilà. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat qu'il paraît que des mamies ont donné des sous pour que Sarkozy cantine en prison. Génial, J'espère quoi. que c'est pas vrai. Il a Ah, pas mon de Dieu. il y a Non, eu- c'est il y a vrai, eu ça. Il a reçu du fric, mais à l'appel, en Il y a fait, eu quoi. ça, Ah oui, oui. non, mon Le Dieu. type est Quoi. multimillionnaire et je sais plus combien il a déclaré au fisc, mais c'est plusieurs Il y a- millions il y a- quoi, par an. Quoi, Ça, c'est ses revenus. Ça, c'est revenu, ouais. Et Ouais, ouais. je crois que c'est des dizaines de milliers d'euros, peut-être un peu plus, récoltés en dons. En don, ouais. Ah ouais. Pour, Ah oui, pour, je parlais de ses revenus, en fait. voilà, Enfin, le type est pour blindé aux as continuer. et Il y a quelqu'un Alors- qui dit qu'il faut envoyer Sarkozy au champ de patates, mais pourquoi pas? On pourrait se demander si une meilleure punition, ce serait pas des travaux d'intérêt Mais généraux moi, je pense qui pas rendent à la société. Ouais, c'est ça. enfin, Alors, champ de patates, non, parce que bon, Non, mais esclavage, c'était une métaphore, tu vois. Ouais, c'est ça, mais Mais je par sais contre, pas, aller dans les maisons de retraite, Mais exactement, voilà. mais c'est ça, en fait. Passer 6 mois, en fait, C'est à lui qui bosser, devrait donner des trucs aux mamies. enfin, ouais, enfin, tout à fait. C'est Vive ma vie, quoi. Exactement. Alors, il y a des endroits où il n'y a aucune révélation chez Sarkozy, notamment les femmes et les enfants. Ce que Nicolas Sarkozy dit, alors là, plus on avance dans le bouquin et plus on sent quand même que vous êtes énervé. Ce que Nicolas, tout en restant très courtois, ce que Nicolas Sarkozy dit, c'est, 3 points de suspension, rien du tout à propos des femmes et des enfants. La question de l'emprisonnement des femmes et des enfants n'est pas abordée. Ce qu'il ne dit pas, C'est tout ce qu'il y a à dire sur la situation des femmes et des enfants en prison. et Effectivement. là Mais c'est l'objet même de On est votre très bouquin. content parce que tu as vu la construction subtile de notre livre. Où effectivement, on commence par les sujets dont il parle le plus, le choc carcéral, pour aller vers les sujets dont il parle le moins, typiquement les femmes et les enfants, mais aussi la surpopulation, les longues peines. Et au fur et à mesure, ce qu'il dit, il n'y a pas grand-chose. Et ce qu'il ne dit pas, c'est tout le reste. Effectivement, à lire le journal du prisonnier, on a l'impression qu'il n'y a pas de femmes, d'enfants en prison, parce que pour le coup, il parle de lui, qui n'est ni une femme ni un enfant. Et quand il parle un peu des autres, c'est quand même des hommes incarcérés. Et c'est vrai que les femmes sont très minoritaires en prison. C'est moins de 4%. Pour les chiffres les plus récents. Et pour les enfants, c'est vraiment très peu. En fait, les mineurs, c'est 0,9% de la population carcérale. Mais voilà, c'est quand même des réalités qui existent. Et typiquement, pour les mineurs, souvent, on ne sait pas qu'on peut aller en prison en France dès l'âge de 13 ans. Moi, ça fait partie aussi des gros fakes que j'entends tout le temps. C'est qu'on peut y aller qu'à partir de 18 ans ou à la rigueur de 16 ans. Et qu'il y a de plus en plus, d'ailleurs, de mesures portées par Darmanin sur le durcissement des sanctions contre les mineurs et notamment le recours à l'incarcération. Et pour les femmes, il y a très peu de femmes en détention. Et ça implique aussi des conséquences, c'est qu'il n'y a que deux établissements réservés aux femmes, le centre pénitentiaire de Rennes Et et Versailles. la maison d'arrêt de Versailles. Et sinon, en gros, il y a des quartiers femmes dans les prisons. Et c'est intéressant parce que moi, par exemple, j'ai bossé à la maison centrale de Rennes, chez les femmes. Et typiquement, donc c'est les longues peines, les maisons centrales. Et si une femme, il y avait un procès pour longue peine, on savait qu'elle allait arriver chez nous, en gros, quoi. Parce que c'était le seul endroit qui les réunissait. Et ça veut dire très concrètement que vous pouvez être envoyé très loin de votre famille, tout simplement. Parce qu'il y a peu d'établissements comme ça. Et puis, il y a aussi le fait que c'est quelque chose qui est assez documenté, le fait qu'il y ait moins de femmes incarcérées. Alors, ça enlève certains, avec guillemets, ça amoindrit certains problèmes comme la surpopulation, mais ça peut aussi poser problème dans l'accès aux activités. Très concrètement, moi, je le vois, par exemple, quand j'enseigne en détention, est-ce que j'insiste pour donner cours aussi chez les femmes et chez les hommes? C'est intéressant d'insister pour donner cours chez les femmes pour qu'elles aient aussi le droit au cours, mais il y a beaucoup plus d'hommes sur liste d'attente. Donc, c'est aussi et j'aurais peut-être moins de femmes en cours là-bas, donc je comprends que l'administration à des moments hésite sur ça, et il y a des tentatives de mixité en détention, mais ça reste très très petit. Et voilà, pour citer plein de choses en vrac, mais qui sont des sujets de société intéressants, importants. On devrait chacune se poser la question. Par exemple, il y a des femmes enceintes en détention, il y a des femmes qui accouchent en détention, ça fait partie des grandes questions. Quel est le meilleur ou le moins pire pour un enfant, pour un bébé? Est-ce que c'est de rester avec sa mère en détention ou d'être placé auprès de qui à l'extérieur? C'est des cas concrets qui existent. Il y a des nurseries en détention. C'est des choses dont on ne se rend pas compte la plupart du temps. Et c'est encore une fois, des sujets de société qui nous concernent tous. Typiquement, les bébés en détention, pour le coup, c'est des êtres humains qui n'ont rien fait et qui peuvent subir certains effets de la détention. Et pareil, à chaque fois qu'il y a des moyens qui sont un peu mis pour ça, par exemple, pour qu'il y ait des vraies nurseries avec des personnels extérieurs qui interviennent, ça fait méga polémique, quoi. Même pour des êtres, par définition,
très innocent, parce qu'on a une vision de la prison comme simple lieu de répression, bon lapsus, et ça passe de ils n'avaient pas qu'à aller en prison à ils n'avaient qu'à pas avoir des parents en prison, quoi. Alors, à propos de lapsus, je dois la transparence aux opposiennes et aux opposiens. On s'est échangé des emails hier pour dire, bah voilà, on va aborder plutôt tel ou tel chapitre. Et j'ai parlé du chapitre, page 53, de la superpopulation. Et là, la linguiste m'a rattrapé au vol en disant, je ne sais plus ce que tu as dit exactement, mais que... Non, ça me fait rire tout que bêtement. C'était pas une grande analyse linguistique, pas du tout. Je l'ai vu aussi. Tu l'as vu aussi, très bien. C'est bien super linguiste. Que donc la surpopulation était devenue la superpopulation dans mon email. Très bien. Alors, ce que Nicolas Sarkozy dit de la superpopulation... tu vois, je recommence. De la surpopulation, pardon. Ce que Nicolas Sarkozy dit de la surpopulation, c'est... pas grand-chose, puisque à l'isolement, il n'a par définition pas connu les effets de la surpopulation carcérale. Il aborde malgré tout le taux d'occupation de 191% de la prison de la Santé, qui est à quelques mètres de notre studio. Et ce qu'il ne dit pas, c'est à quel point la surpopulation carcérale française bat des records, bien loin du principe officiel de l'encellulement individuel. Au 1er mars 2026, le parc pénitentiaire était occupé à 137,5%. Cette population concerne uniquement les maisons d'arrêt, cette surpopulation, pardon, concerne uniquement les maisons d'arrêt et les quartiers maisons d'arrêt où sont enfermées les personnes prévenues ou les petites peines, on en parlait tout à l'heure. Oui. Le taux y était de 168,4% à la même date. 29 prisons et quartiers étaient occupés à plus de 200% et 6 875 personnes détenues dormaient sur des matelas posés à même le sol. Alors quelques mots sur cette surpopulation. Nous à l'OIP, bien sûr qu'on la documente, on la recense, on la met en avant, etc. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire qu'une fois qu'on a parlé de surpopulation, il faut aussi parler de surincarcération. Ça veut dire que ce qui fait qu'on Bien sûr. entasse des gens en surnombre dans des établissements, c'est qu'à la base, on les incarcère trop, ou en tout cas pour des durées aussi de plus en plus longues. C'est vraiment la surpopulation s'explique essentiellement par un allongement de la durée des peines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fondamentalement plus de gens qui rentrent aujourd'hui en détention tous les ans qu'il y a 40 ans. Il y en a un peu plus, il y a des effets de variation d'année en année, mais tendanciellement, c'est relativement stable. Ce qui augmente vraiment, c'est la durée des peines. C'est-à-dire qu'on voit des durées de détention qui sont de plus en plus longues. Alors, c'est soit parce que les condamnations initiales sont plus longues, soit parce que les personnes sortent moins facilement qu'auparavant, parce que les aménagements de peine, ça répond à toute une série de logiques, etc. Bref. Donc, la surpopulation a des conséquences, on en a parlé à plein d'égards, d'atteinte vraiment très massive à la dignité, parce que être entassé à 3-4 en cellule, c'est éminemment du coup attentatoire à la dignité humaine ou à toute une série de droits fondamentalement garantis par les textes français et internationaux. Donc voilà, les effets, on peut les documenter, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, on a quand même un problème en fait, de rapport à la liberté en fait, et de rapport, la place de la prison dans l'échelle des peines, qui est un réflexe en fait, trop souvent adopté, et que voilà, nous, parmi d'autres mandats, il y a celui de le questionner en fait. Oui, mais je pense que c'est vraiment important que Julien dise ça, parce que la surpopulation, dès qu'il y a un nouveau record battu, il y a plein d'articles dessus, mais qui ne vont pas aller dans ces raisons-là. Et je pense qu'actuellement, c'est aussi pour ça qu'on doit s'intéresser à la prison. Bon, il y a la dignité, le respect des personnes, mais j'ai l'impression qu'on n'imagine quand même pas trop d'autres issues que il y a certains actes. La solution, c'est la prison. On sait que ça marche pas bien, que c'est pas génial, mais quand même, on n'imagine pas autre chose. Et on va de plus en plus vers cet imaginaire-là, vers ces politiques-là. Mais voilà, pour parler concrètement de l'effet de la surpopulation, pour moi donner mon expérience, par exemple, je vois très bien quand j'ai des étudiants détenus, certains des qui arrivent super tendus, et c'est parce qu'on leur a mis une troisième personne en cellule, par exemple, et qui sont dans une triplette, comme ils disent, et ça peut tout changer. Il suffit que ce soit quelqu'un, par exemple, qui ait des problèmes psy, ou quelqu'un qui fume alors qu'il fume pas, ou quelqu'un qui a besoin de regarder la télé tout le temps pour avoir un bruit. Ça peut faire péter des câbles très vite. Ou une troisième personne, ça veut dire mettre un matelas au sol. Mettre un matelas au sol, ça veut dire quelqu'un qui dort la tête dans les toilettes ou dans la poubelle. Ça veut dire de ne pas pouvoir du tout circuler à l'intérieur de la prison. Enfin, pas mal de fois, les gens me disent c'est comme d'être dans une chambre crousse. Les chambres crousses, il y a plein de problèmes aussi, je suis bien d'accord. Oui. Mais on ne se rend pas compte ce que c'est, je pense, d'avoir cette présence des corps tout le temps, pour des besoins, ça veut dire devoir aller aux toilettes devant les autres. Il y a la question de la sexualité aussi, de la masturbation par exemple, comment on fait dans un environnement comme ça. Ça fait quand même partie des besoins humains de la vie quotidienne. Et vraiment, par exemple, moi je vois l'effet quand il y a
quand il y a des personnes qui passent d'un régime à 1 ou à 2 avec qui ils s'entendent bien à un moment quelqu'un de nouveau qui est mis dans la cellule, eux-mêmes ils ont été bougés. Vraiment, ils viennent dans un état de tension et de violence qui est impressionnant, quoi. Ouais, et puis des conditions matérielles qui sont vraiment d'un autre temps, en fait. Et ça, c'est pareil, on le voit, il y a toute une série de photos. Il y a le contrôle général des lieux de privation de liberté qui a un service photo et qui publie des photos vraiment que tout un chacun peut aller voir et qui témoignent vraiment de on est vraiment dans des espaces qui moyenâgeux, quoi. En fait, il y a une partie très très large du parc pénitentiaire français. Il y a 185 prisons en France qui datent du 19e siècle. Les premières prisons la plus vieille prison en activité a été construite en 1810. On est sur des établissements, en fait, en termes de bilan énergétique. C'est On n'est laquelle pas. qui est C'est encore celle d'Aurillac de mémoire, ou en tout cas dans le Aurillac. coin. Alors c'est peut-être pas Aurillac, nous même. avons quelqu'un d'Aurillac dans le chat Ouais, que alors je sais plus salue, si c'est- Sentier Battant. Alors, si c'est pas Aurillac, c'est Mende, c'est peut-être Mende, je sais plus. Mais en tout cas, c'est il une va nous petite dire. prison. Ouais. Kamel va nous dire. Mais voilà, après, c'est la plus vieille, mais il y en a plein d'autres de la même époque. Ouais, C'est-à-dire que ouais. Fresnes, c'est 1890 de mémoire, quoi. Et Fresnes, c'est 2000, je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais c'est plus de 2000 personnes qui sont entassées à 3-4 en cellule. Enfin, faut vraiment voir l'état d'indigence, en fait, des murs, de l'humidité, à l'occasion de traces d'amiante, les nuisibles, évidemment, les puces de lit qui sont présentes dans quasiment toutes les cellules, les rats qui sont vraiment, mais enfin, je veux dire, à Fresnes, ils ont quand même engagé, j'allais dire, ils ont mis des furets pour chasser les rats. Des furets. Des furets. Ils ont lâché des furets dans les sous-sols, dans les. Enfin, je sais Ah pas ouais. bien À où, Fresnes, j'avais un truc vraiment pour chasser les rats, mais les furets ont été été bouffé par les rats. bouffés par les rats, en fait. Tellement C'est-à-dire que il y en les furets sont portés disparus. On dirait vraiment un Et film donc, glauque. mais c'est génial, en fait. Mais j'avais On eu voit à Fresnes, à un moment, il y avait eu un mouvement de surveillance. En tout cas, il y avait les poubelles qui n'avaient pas été récupérées pendant plusieurs jours, donc les détenus les balançaient par les fenêtres. Et c'était sur les filets anti-suicide, là. Ça pourrissait sur les filets anti-suicide et ça dégoulinait quand on passait. De Fresnes, c'est vraiment particulier. les Fresnes comme plein d'autres, quoi. Et même Ouais, les ouais. établissements les plus récents, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de, OK, face au problème de surpopulation, face au problème de conditions de détention indignes, etc., on va construire des nouvelles prisons qui, en réalité, sont d'emblée surpeuplées et d'emblée indignes parce que surpopulation et parce que, du coup, dégradation du bâti, il y a des malfaçons énormes. Et voilà, tout ça est très documenté et on a beaucoup écrit dessus. Et en fait, quelques années après, une dizaine d'années après, on est dans des établissements qu'il faut déjà fermer, en fait, parce qu'ils sont plus en capacité d'accueillir des gens dans des conditions dignes, quoi. Donc, il est 9h20, donc on est déjà un peu plus long que prévu. On va arrêter là. On a, je pense, bien compris votre dispositif qui est vraiment percutant et très fin à la fois. Donc, vous reprenez les arguments maigres de Sarkozy pour essayer d'ouvrir le débat sur la question pénitentiaire. Pour terminer, je voudrais quand même aborder le dernier chapitre, qui est celui qui répond à la question du début, c'est-à-dire celle de que représente ce discours de Sarkozy, quelle est cette parole, etc. Et en fait, ce que vous dites, c'est que le journal d'un prisonnier capte la parole de 88 000 prisonniers. C'est à peu près ce que vous voulez dire. Donc, vous faites les porte-voix, on va dire, des prisonniers. Mais est-ce que, à votre tour, vous ne captez pas la parole des détenus? Et si oui, comment faire face à ça? C'est toujours compliqué de dire qu'on est porte-voix. Pour le coup, moi, je le dirais pas. Ce sur quoi on a voulu attirer l'attention, c'est qu'il y a des expériences qui sont très plurielles, quoi. Voilà, justement, journal d'un prisonnier, comme si tous les prisonniers étaient comme Sarkozy. Nous, on a voulu mettre l'accent sur le nombre, 87 000, pour dire qu'il y a des paroles différentes. Si l'OIP, par exemple, documente le nombre de personnes qui s'adressent, je crois que c'est 4 000, c'est ça, par exemple, 4 000 saisies Qui nous sollicitent, qui vous sollicitent par an. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est plusieurs milliers de personnes. En tout cas. Donc moi je crois que Jean-Claude disait souvent 4 000, donc c'est intéressant, ça montre que bien sûr c'est loin des 87-88 000, mais c'est pas non plus rien comme chiffre. Après, bien sûr, il y a des effets de biais de sélection, les personnes qui contactent, c'est aussi des personnes qui déjà pensent à porter la parole, vont le faire malgré certaines difficultés, ont les moyens même de le faire ou de demander à quelqu'un de le faire, ne serait-ce qu'en termes de ressources, par exemple, d'expression linguistique. Donc, il y a sans doute un effet de sélection. Moi, les personnes que je côtoie en prison, c'est les personnes qui font des études, qui choisissent de venir à l'école, qui en plus souvent font ce qu'on appelle des études longues, sachant que les études longues, ça commence au brevet, les études sup un peu en détention. Donc, il y a aussi un gros effet de sélection. Moi, j'ai pas du tout de prétention de connaître toute la réalité carcérale. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait à plusieurs. Parce que je pense que personne individuellement ne prétend connaître toute la réalité carcérale. Je pense pas que l'OIP prétende parler au nom de toutes les personnes détenues. Elle a quand même cette légitimité du chiffre, même si ce chiffre est aussi un chiffre minime et un biais.
Et puis, moi, je dirais pas qu'on est porte-parole, parce qu'en tout cas, moi, j'ai pas eu un mandat. Pour moi, on peut se dire porte-parole quand on a eu un mandat, et je n'ai pas eu de mandat pour ça. Donc je dirais pas que je suis porte-parole. Je dirais que le but de cet ouvrage était de montrer qu'il y a des réalités hétérogènes et de quand même donner des ressources. Alors, soit d'autres organismes qui essayent de médier ces paroles-là, soit de personnes qui s'expriment directement. On en donne à la fin du tract. Et après, juste pour finir sur ça, c'est toujours compliqué, les histoires de porte-parole, de porter la parole des autres. Est-ce en portant leur parole, on risque pas de parler à leur place et de leur faire dire des choses? On va critiquer certains récits carcéraux attendus par les médias, mais est-ce que nous-mêmes, on privilégie pas certaines paroles? Mais voilà, il y a aussi la difficulté tout simplement légale d'expression des personnes détenues. Et dans ces cas-là, il y a une nécessité matérielle d'avoir quand même certaines organisations qui font ce biais, qui font ce média au sens propre, parce qu'il y a des grandes difficultés à l'expression directe. Deux questions. Attends, il n'a pas répondu. Ah, Non, pardon, mais très rapidement, Julien. je souscris évidemment à tout J'ai ce qui parlé vient trop d'être dit. longtemps, Nous, désolé. on essaye, et l'Envolée le fait, et voilà, et d'autres collectifs de voilà, permettre en fait à la parole des personnes détenues de s'exprimer. Et on le fait, et on l'a fait notamment dans un numéro de notre revue en fait qu'on a consacré à la surpopulation, mais à travers l'expérience des personnes détenues. Notre revue s'appelle Dedans dehors. Et c'est les détenus prennent la parole. C'était un numéro un peu spécial, et là c'est vraiment voilà, des détenus qui ont bien voulu nous écrire en fait, qui C'est toujours compliqué. Les sur, détenus, c'est toujours des détenus de c'est toute toujours façon. des détenus, Oui, de toute bien façon, sûr. on peut pas avoir l'ensemble évidemment. Deux questions rituelles de poste pour terminer. Alors la première, avez-vous un conseil culturel? Ça peut être un disque, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être une pièce de théâtre, n'importe. Ça peut être en rapport ou pas du tout avec notre sujet. Ça peut être récent. Je prends un peu de temps pour vous laisser réfléchir à quelque chose. Voilà. Est-ce que vous avez un conseil culturel l'un et l'autre à donner? Peut-être justement les écrits de Gabriel Muesca, qui est un ancien détenu et qui a été aussi président Prisonnier de basque. l'OIP, prisonnier basque, Ouais, qui a absolument. écrit notamment un ouvrage sur les luttes en prison. Et d'ailleurs, où lui aussi se pose la question du porte-parole, comme quoi c'est compliqué, même quand on est un ex-prisonnier, à quel point il parle, ce qu'il dit, par exemple, sur son rapport à la culture est représentatif des autres ou non. Donc moi, je conseillerais ces écrits-là. Et puis, il y a eu un livre qui a été fait par... justement, alors qui pose des questions de circulation de la parole, qui est passé par la case prison. C'est donc fait par l'OIP et La Découverte, et c'est des rencontres entre ex-personnes détenues et écrivains. Et il y a ce mélange de ces paroles-là, de photos. Il y a plein de manières d'essayer d'exprimer quelque chose que moi je trouve bien réussi. Donc c'est passé par la case prison. Alors, passer par la case prison, La Découverte OIP, et l'autre, Les c'était écrits de Gabriel Muesca sur les luttes en prison notamment. Gabriel Mosca. Voilà. Et toi, Si on Julien? si on reste sur la thématique carcérale, c'est ce qui nous retrouve aujourd'hui. Moi, le dernier bouquin prison que j'ai lu, c'est Victor Serge, c'est des hommes dans la prison, qui a été Un classique. qui a été réédité, réédité chez Libertalia. Ils seront là ce soir, je crois. Et le bouquin est génial, quoi. Et le bouquin est génial et a été écrit il y a 100 ans. Victor Serge a été incarcéré au début du 20e, anarchiste, révolutionnaire, membre de la enfin voilà, de l'anarchie de la belle époque, quoi, de tous les coups d'éclat et d'attentats de Paris, etc. Et du coup, relate son histoire, en fait, son expérience carcérale à la santé, en fait, quelques années après l'avoir vécu, et c'est génial. Et on voit à quel point l'institution n'a pas changé, en fait, d'un iota, si ce n'est par l'entrée du numérique, si ce n'est par voilà, les changements en termes de bureaucratisation de l'institution, etc. Mais en fait, ce que ça crée sur les corps, ce que ça crée sur les esprits, etc. En fait, tout ça est encore très, très, très prégnant, et c'est magnifiquement écrit, quoi. Donc voilà, moi, ce serait ça, quoi. Alors, je te remercie, mais je n'oublie pas la dernière question, d'avoir évoqué donc Libertalia, qui sera là ce soir, ou, eh bien, ici même, enfin, sur la terrasse de Césure, dans le 5e arrondissement de Paris, pour la Bolo Night. 3 heures de débat, à 20h avec Virginie Despentes, le syndicat de la librairie française, et donc Nicolas des éditions Libertalia, ainsi que Sarah Legrain de LFI. Ça, c'est à 20h. À 21h, le Cinoche avec Joseph Paris, Coignet, qui d'autre, Ariel Halimi, qui donc porte plainte contre Saada de Canal+. On va parler de tout ça. Et le 3e plateau, ce sera sur le monde des médias. C'est ouvert à tous. Inscrivez-vous, venez. On va se marrer. C'est la Bolo Night à partir de 20h. Et maintenant, la dernière question rituelle, mais
que je pose pour la première fois, qui va devenir rituel à partir de mince. maintenant. On est le début du rituel. Oula. Voilà, vous êtes le début du rituel. Attention, attention, attention. C'est une question qui nous vient du Discord. Qui veut des yaourts? Mais arrêtez avec vos histoires de yaourts. Gabriel Muesca, c'est Mouesca. Voilà. Je crie pas ça pour rien, c'est parce qu'il y a une question. Hein. Non, mais J'ai eu l'air surpris. non, je vois bien. Je vois bien. Dans une autre vie, j'étais chroniqueur judiciaire à Libération et j'avais suivi son procès. Alors là, c'était bon, bref, oublions. Question, question rituelle, la nouvelle Ouais. pour chacun de vous deux. Moi, président. Ah là là. Ah, mais ça fallait annoncer. Non, jamais. Arrêtez de vouloir vous présenter pour être président. Moi, je trouve ça ridicule. Franchement, quand je vois des gens qui se sont incarnés dans l'opposition, par exemple, moi, je pense à Ruffin qui avait un sens quand même quand il était militant. Je trouve ça tellement plus classe à des membres d'être dans l'opposition et de porter une radicalité. Et je pense que si votre seul imaginaire, que ce soit Ruffin ou Pigasse d'ailleurs, c'est de devenir président, vous avez un imaginaire politique pauvre. Voilà. Julien? Ouais, j'ai envie de dire un peu la même chose, quoi. Moi, président, alors moi, jamais. C'est bien, on a la même Et réponse. puis, si on pouvait ne Tout pas le en monde va te avoir, ça répéter, pourrait moi, être, Jappé. Ouais, c'est ça. Je pense qu'effectivement, les invités, je sais pas si ils arriveront à trouver des. Non, c'est compliqué, mettre fin à la guerre dans le monde, quoi. Non, mais en fait. c'est On peut, pauvre. Mais comme si la seule manière d'agir, c'est de devenir président. J'espère bien qu'on trouvera d'autres évidemment, manières d'agir évidemment politiquement pas, qu'en ouais. étant président, Moi, bordel. président, j'abolirais la fonction présidentielle, en fait. Déjà, je pense. voilà. Ouh, c'est classe, ça. Pour terminer. Ouais. Merci la classe, merci l'OIP, merci Laïla. Merci. Merci pour beaucoup. l'invitation. On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Qu'avons-nous fait au poste? On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. Parfois, face à la complexité des choses, il faut prendre le temps. Prendre le temps de s'écouter, de discuter. On peut avoir le temps de réfléchir et c'est rare, donc ça fait du bien. Le temps du débat ici, c'est royal, c'est un luxe. Je pense qu'on s'est donné le temps de réfléchir et de se donner des éléments de compréhension de ce qui nous arrive et des choix qu'on a. C'est le temps, c'est rarissime, mais c'est précieux de pouvoir prendre le temps. C'est super précieux des espaces comme celui-là. On a créé des liens entre nous. On a échangé, on a réfléchi ensemble. J'espère qu'on a partagé aussi et on a essayé de se comprendre. Un moment de partage et de transmission et peut-être d'un hymne affectueux et fraternel comme un antidote contre le découragement. Ça n'empêche pas de penser ensemble. D'abord, ça fait du bien aujourd'hui des fois de réaliser qu'on est beaucoup plus qu'on imagine à partager des convictions. Vous nous avez permis d'aller plus loin dans notre réflexion et puis d'avoir cet échange avec d'autres citoyens. Je dirais qu'on a fait ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire toujours, c'est-à-dire se parler et échanger. On a simplement vécu notre humanité. Tout simplement.